Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous regardez. Le cercueil était fermé parce qu'Isabelle avait insisté en disant que l'accident était trop grave pour une cérémonie à cercueil ouvert. Debout là, dans ma robe noire, regardant les personnes endeuillées défiler devant ce qui était censé être le corps de mon fils, j'ai reçu un message qui m'a fait vaciller sur mes jambes. Maman, je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. La pièce s'est mise à tourner devant mes yeux, tandis que je luttais désespérément pour garder ma contenance. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment ce cauchemar a commencé. Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 67 ans, fraîchement retraitée après avoir enseigné le français au lycée pendant 42 ans. J'ai élevé mon fils, Mathieu, seul après que son père nous a abandonnés quand Mathieu n'avait que 6 ans. Nous étions proches, du moins c'est ce que je croyais. Le funérarium sentait le lys et le chagrin, ce mélange particulier de fleurs, de larmes et de condoléances murmurées qui caractérise ces lieux de deuil. J'avais choisi une cérémonie simple, bien qu'Isabelle ait insisté pour quelque chose de plus élaboré. Il mérite ce qu'il y a de mieux, Hélène, avait-elle insisté, son maquillage parfait ne coulant jamais malgré ses larmes constantes. Mathieu avait épousé Isabelle il y a 3 ans. Une femme que j'avais fait de mon mieux pour aimer malgré les signaux d'alarme. Elle était contrôlante, manipulatrice, et avait une façon troublante de s'interposer entre Mathieu et tous ceux qui tenaient à lui. Mais je me suis mordu la langue parce que je voulais que mon fils soit heureux. Madame Dubois, je suis tellement désolée pour votre perte. Madame Renard de la maison d'Aix-en-Grave, côté m'a serré dans ses bras. Son parfum familier m'a momentanément ancré dans la réalité. Mathieu était un si gentil garçon, il m'aidait toujours avec mes courses au marché du dimanche. J'ai hoché la tête machinalement, entendant à peine ces mots. Mon esprit était en ébullition, assailli par des questions. Si Mathieu était vivant, qui ou qu'est-ce qui se trouvait dans ce cercueil? Et pourquoi mon fils aurait-il simulé sa propre mort? Isabelle se tenait à mes côtés, vision parfaite du chagrin dans sa robe noire de créateur qui avait probablement coûté plus cher que ma pension mensuelle de l'éducation nationale. Toutes les quelques minutes, elle me serrait la main ou s'appuyait contre moi pour trouver du soutien. « Merci d'être si forte, Hélène, murmura-t-elle, sa voix se brisant au moment exactement opportun. Mathieu serait si fier de vous. La performance était impeccable, trop impeccable. Son mascara restait parfait malgré des heures de pleurs supposées. Sa voix tremblait d'une émotion qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Mais maintenant, avec le message de mon fils brûlant dans ma poche, je voyais quelque chose de calculé dans son chagrin, quelque chose de froid et de prémédité que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le père Martin s'est approché avec des yeux compatissants, ses cheveux grisonnants encadrant un visage marqué par des années de consolation des familles en deuil. Hélène, aimeriez-vous dire quelques mots avant que nous concluions la cérémonie? J'ai regardé le cercueil fermé, puis Isabelle, qui m'a fait un signe d'encouragement avec un petit sourire triste. L'envie de crier la vérité m'a presque submergée, mais quelque chose, peut-être l'instinct maternel forgé par des décennies de protection de mon enfant, m'a averti de jouer le jeu. Non, mon père, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru possible. Je ne pense pas pouvoir trouver les mots aujourd'hui. Mon cœur est trop lourd pour les paroles. Isabelle s'est avancée avec fluidité, comme si elle avait répété ce moment des dizaines de fois. Je parlerai à sa place, a-t-elle proposé, tamponnant des larmes inexistantes avec un mouchoir de soie brodée. Pour nous deux, pour honorer la mémoire de l'homme que nous aimions. Tandis qu'elle prononçait un éloge funèbre émouvant à propos de mon fils, son mari depuis 3 ans, je me suis éclipsée vers les toilettes, les mains tremblantes alors que je tapais une réponse au numéro de Mathieu. Où es-tu? Que se passe-t-il? La réponse est arrivée immédiatement, comme s'il attendait devant son téléphone. Je ne peux pas expliquer maintenant. Il me surveille. Retrouve-moi à l'ancienne ferme des Blanchards demain à 15 heures. Viens seul. Ne fais pas confiance à Isabelle. J'ai fixé mon reflet dans le miroir des toilettes, mes mains agrippant le lavabo en porcelaine froide. La femme qui me regardait semblait plus vieille que ses 67 ans, avec de nouvelles rides d'inquiétude gravées autour de ses yeux bleus délavés par les années. Pendant un instant, je me suis demandé si le chagrin me faisait halluciner, créant un espoir impossible à partir du désespoir le plus profond. Mais le message était venu du téléphone de Mathieu, et qui d'autre connaîtrait l'existence de la ferme des Blanchards, cet endroit où il emmenait ses petites amies du lycée, en pensant que je ne le savais pas? Quand je suis retournée dans la salle de cérémonie, Isabelle concluait son discours larmoyant, ses mots résonnant dans l'espace solennel. Et bien qu'il nous ait quittés trop tôt, Mathieu vivra à jamais dans nos cœurs. Son souvenir illuminera nos jours les plus sombres, et son amour continuera de nous guider comme une étoile dans la nuit. Les personnes présentes ont hoché la tête solennellement,
certaines essuyant des larmes sincères tandis que d'autres échangeaient des regards compatissants. J'ai repris ma place à côté d'Isabelle, forçant mon visage à adopter un masque de chagrin approprié, tandis que mon esprit tourbillonnait de questions et de possibilités. Si Mathieu était vivant, il devait être dans un danger terrible pour aller jusqu'à de telles extrémités. Et si ces gens étaient assez dangereux pour simuler sa mort, confronter Isabelle publiquement pourrait nous mettre tous les deux en danger, lui et moi. Au lieu de cela, j'ai tapoté sa main parfaitement manucurée et murmuré d'une voix que j'espérais convaincante. C'était magnifique, ma chère. Nous traverserons cette épreuve ensemble, comme une famille doit le faire. Son sourire n'a pas atteint ses yeux, et j'ai remarqué comment ses doigts se sont crispés légèrement avant de se détendre. Après la cérémonie, les personnes en deuil se sont rassemblées dans ma modeste maison de la rue des Lilas pour la réception. Je me suis déplacée parmi la foule comme un fantôme, acceptant les condoléances et les plats de blanquettes de veau, de quiche lorraine et de gratin dauphinois que les voisins avaient préparés avec amour, regardant Isabelle travailler la pièce avec un charme sans effort qui m'apparaissait maintenant sous un jour nouveau. Elle était particulièrement attentive aux collègues de Mathieu du cabinet comptable Mercier et Associés, surtout les associés principaux qu'il avait pris sous leur aile quand il avait rejoint la firme. Hélène, la voix d'Isabelle m'a tiré de mes pensées alors que je contemplais une photo de Mathieu enfant sur le buffet du salon. Monsieur Lefebvre demandait au sujet de la police d'assurance vie de Mathieu. Je lui ai dit que nous discuterions des détails une autre fois, quand les émotions seraient moins vives. Monsieur Lefebvre, un homme aux cheveux argentés que je n'avais jamais rencontré auparavant mais dont le costume sur mesure trahissait une certaine aisance financière, a hoché la tête solennellement, ses yeux gris me scrutant avec une attention qui me mettait mal à l'aise. Bien sûr, bien sûr. Je voulais simplement vous faire savoir que le cabinet offre une assistance pour ces questions aux familles des employés. Nous avons des avocats spécialisés qui peuvent faciliter les démarches administratives. Merci, ai-je répondu automatiquement, notant le regard calculateur qui passait entre Isabelle et cet étranger, une communication silencieuse que je n'aurais pas remarquée il y a encore quelques heures. C'est très attentionné de la part du cabinet. À mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvée à observer Isabelle avec des yeux nouveaux, voyant enfin ce que mon amour maternel aveugle m'avait empêché de percevoir. La façon dont elle gardait une trace minutieuse de qui était présent, comme si elle cochait une liste mentale. Les conversations murmurées dans les coins avec des gens que je ne reconnaissais pas, leur visage se fermant dès que quelqu'un s'approchait. Les vérifications fréquentes de sa montre coûteuse, un cadeau de Mathieu qui lui avait coûté 3 mois de salaire et qu'elle avait exigé pour leur premier anniversaire de mariage. Au moment où le dernier invité est parti, il était plus de minuit. La maison semblait vide et silencieuse, comme si elle aussi portait le deuil. Isabelle a insisté pour rester avec moi pour me soutenir, bien que son nouvel appartement dans le 16e arrondissement ne soit qu'à 20 minutes en métro. Vous ne devriez pas être seule ce soir, Hélène, a-t-elle dit, sa voix douce comme du miel avec une sollicitude qui sonnait maintenant creux à mes oreilles averties. Je prendrai la chambre d'amis, celle qui donne sur le jardin. Je ne pouvais pas refuser sans éveiller ses soupçons. Merci, ma chère. J'apprécie la compagnie. Cette nuit-là, je suis restée éveillée dans mon lit, le sommeil fuyant mes paupières lourdes, écoutant les sons d'Isabelle qui se déplaçaient dans la chambre d'amis. Chaque craquement du parquet ancien, chaque pas feutré devant ma porte me faisait sursauter et retenait mon souffle. Si mon fils était vivant et se cachait, quel danger affrontait-il? Et plus important encore, ce danger dormait-il actuellement sous mon propre toit? 2 semaines avant les funérailles, Mathieu m'avait appelé, excité par une nouvelle opportunité d'affaires. Sa voix au téléphone avait cette vibration particulière que je connaissais depuis son enfance, quand il découvrait quelque chose qui le passionnait. Maman, Isabelle et moi nous lançons dans la promotion immobilière. Nous avons trouvé cette opportunité incroyable dans le sud, près de Montpellier. Je ne supporterai pas que vous le voyiez comme ça, avait-elle gémi dans le téléphone, sa voix se brisant à intervalles réguliers. S'il vous plaît, Hélène, laissez-moi vous protéger de cette horreur. Quelque chose dans sa performance semblait répéter, les pauses au bon moment, les sanglots qui ne semblaient jamais vraiment incontrôlables. Mais le chagrin vous fait douter de vos propres instincts. J'avais enterré mon mari André il y a 20 ans, emporté par un cancer fulgurant qu'il avait pris en 3 mois. Je savais comment le choc pouvait faire se comporter les gens de façon étrange, comment le deuil pouvait transformer même les personnes les plus prévisibles. Alors, j'avais accepté le cercueil fermé contre chaque fibre de mon être, contre cette voix intérieure qui me criait que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, debout aux funérailles de mon fils avec son message impossible dans ma poche, je réalisais que mes instincts avaient crié des avertissements que j'avais choisi d'ignorer, aveuglé par le chagrin et la confiance mal placée. La femme qui pleurait dramatiquement à mes côtés n'était pas une veuve en deuil. C'était une actrice qui donnait la performance de sa vie, et j'avais été son public le plus dupe. Et apparemment, mon fils était bel et bien vivant. Le matin est arrivé avec le bruit d'Isabelle qui s'activait dans la cuisine,
le cliquetis familier de la cafetière italienne et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlant aux premiers rayons du soleil. Je l'ai trouvé préparant du café, déjà habillé impeccablement dans un tailleur pantalon noir qui avait probablement coûté plus que ma pension mensuelle de retraité de l'éducation nationale. Ses cheveux au beurre étaient parfaitement coiffés, son maquillage subtil mais soigné, comme si elle se préparait pour une réunion d'affaires plutôt que pour une journée de deuil. « Je vous ai fait des tartines », a-t-elle dit, désignant une assiette sur la table de la cuisine où étaient disposées des tranches de pain grillé avec du beurre et de la confiture de fraises. « Vous devez garder vos forces. Il y a tellement de paperasse à gérer après, vous savez. » J'ai murmuré mes remerciements et me suis assise, l'observant par-dessus le bord de ma tasse de café, la porcelaine tiède entre mes mains. Dans la lumière crue du matin qui filtrait à travers les rideaux de dentelle, j'ai remarqué des choses que j'avais manquées auparavant. L'éclat calculateur dans ses yeux noisettes quand elle pensait que je ne regardais pas, la façon dont son chagrin semblait s'activer et se désactiver selon qui était dans la pièce, comme si elle possédait un interrupteur interne. J'ai pensé que nous pourrions passer en revue certains papiers de Mathieu aujourd'hui, a-t-elle suggéré d'un ton désinvolte tout en rangeant méticuleusement la cuisine, chaque geste précis et économe. Il y a des formulaires d'assurance qui nécessitent votre signature en tant que plus proche parent. Bien sûr, ai-je répondu en adoptant le même ton détaché, tout en sentant mon cœur battre plus vite. Mais j'ai un rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Un contrôle de routine, vous savez comment c'est à mon âge. Le mensonge est sorti facilement, me surprenant moi-même par sa fluidité. En 42 ans d'enseignement, j'étais devenue experte pour repérer la tromperie chez les adolescents, ces petits signes révélateurs que seul un œil exercé peut percevoir. Maintenant, j'employais ces mêmes compétences de l'autre côté, devenant celle qui dissimule plutôt que celle qui découvre. Je peux reporter si vous avez besoin de moi, ai-je ajouté innocemment, observant sa réaction avec l'attention d'un faucon. Non, non, a dit Isabelle rapidement, peut-être un peu trop rapidement. Votre santé passe en premier, Hélène. Prenez soin de vous. Nous pouvons faire la paperasse ce soir, quand vous serez rentrée et reposée. J'ai hoché la tête, notant avec quelle facilité elle avait accepté mon excuse, sans offrir de m'accompagner ou même de demander chez quel médecin j'allais. Si elle croyait vraiment que je pleurais mon unique enfant, n'aurait-elle pas montré plus de sollicitude, plus d'inquiétude pour ma santé mentale et physique dans ces moments difficiles? Après le petit déjeuner, Isabelle est partie faire des arrangements avec le funérarium concernant les cendres et les formalités administratives. Le moment où sa voiture a disparu au coin de la rue des Lilas, j'ai commencé mes préparatifs pour ma rencontre avec Mathieu, mon cœur battant avec un mélange d'espoir et d'appréhension. La ferme des Blanchards était l'endroit où Mathieu emmenait ses petites amies du lycée, pensant que je ne le savais pas. C'était un secret de polichinelle entre nous, un de ces non-dits affectueux qui tissent la complicité entre une mère et son fils. Elle avait été abandonnée depuis des années, assise sur 8 hectares de terrain envahis par la végétation, à environ 25 kilomètres de notre village de Saint-Martin-du-Lac. Si quelqu'un voulait se rencontrer secrètement, c'était l'endroit parfait, isolé, oublié, avec plusieurs chemins de sortie à travers les champs et les bois environnants. J'ai préparé un petit sac avec des bouteilles d'eau, une trousse de premier secours et une lampe torche. Puis, sur une impulsion que je ne pouvais expliquer, j'ai récupéré le vieux revolver calibre 38 qu'André avait laissé derrière lui, rangé dans une boîte à chaussures au fond de l'armoire de notre chambre. Je ne l'avais pas tiré depuis 20 ans, depuis ces après-midi au stand de tir où André m'avait appris à m'en servir, mais je me souvenais comment faire. Après avoir vérifié qu'il était chargé, je l'ai glissé dans mon sac à main à côté de mon téléphone et de mon portefeuille, sentant son poids rassurant contre ma hanche. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, les heures s'étirant comme une éternité tandis que je fixais le plafond de ma chambre. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre semblait menaçante dans la lumière bleutée de la lune qui filtrait à travers les volets. Qu'est-ce que Mathieu avait bien pu faire pour se retrouver dans une telle situation? Était-il vraiment en danger, ou s'agissait-il d'un plan élaboré qu'il avait monté avec Isabelle pour une raison que je ne comprenais pas encore? La partie rationnelle de mon esprit, celle qui avait été formée par des décennies d'analyse littéraire et de pensée critique, me disait que le message pouvait être faux, que le chagrin me faisait m'accrocher à des espoirs impossibles comme une naufragée à une bouée. Mais le message était venu du téléphone de Mathieu, de ce numéro que je connaissais par cœur. Et qui d'autre connaîtrait l'existence de la ferme des Blanchards, cet endroit que nous n'avions jamais mentionné à personne d'autre? J'avais élevé Mathieu seul après qu'André nous a quittés, emporté par cette maladie qui l'a consumé en quelques mois. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée quand j'étais une jeune femme pleine de rêves, mais nous nous en étions sortis, lui et moi, construisant notre propre version du bonheur. Ces premières années après la mort d'André ont été difficiles, enseignant toute la journée au lycée Victor Hugo, corrigeant des copitards dans la nuit tandis que Mathieu dormait dans le petit appartement que nous appelions maison. J'économisais et faisais attention à chaque euro pour m'assurer qu'il ne manquait jamais de rien pour les voyages scolaires, l'équipement de football ou les livres dont il avait besoin.
D'une manière ou d'une autre, nous avions construit une belle vie ensemble, tissée de moments partagés et de sacrifices silencieux. Mathieu avait été un enfant si sensible, toujours le nez dans un livre, tout comme moi à son âge. Il dévorait les romans d'aventure, puis les classiques français, et nous passions des soirées entières à discuter de Flaubert ou de Camus comme si c'étaient des amis personnels. Il était devenu un jeune homme réfléchi et gentil qui m'appelait chaque dimanche sans faute, même après avoir déménagé pour ses études de commerce à l'Université de Lyon, puis pour son premier emploi à Paris. Quand il a décroché son poste au cabinet comptable Mercier et Associés, l'un des plus prestigieux de la capitale, je n'avais jamais été aussi fier. Mon garçon, le premier diplômé universitaire de notre famille, travaillant dans une firme respectée où des gens importants lui confiaient leurs affaires financières. Puis est arrivée Isabelle. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité organisé par un client du cabinet il y a 3 ans, une soirée élégante dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Isabelle Martin, belle, accomplie, de 10 ans l'aînée de la plupart des jeunes femmes que Mathieu fréquentait habituellement. Leur romance éclair m'avait inquiété dès le début, cette précipitation qui ne ressemblait pas à mon fils prudent et réfléchi, mais je m'étais mordu la langue. Après tout, Mathieu avait 32 ans, certainement assez vieux pour prendre ses propres décisions en matière de cœur. Elle est différente, maman, m'avait-il dit lors d'un de nos appels du dimanche, les yeux brillants d'une infatuation que je pouvais entendre dans sa voix. Elle comprend l'ambition. Elle m'aide à créer des contacts avec les bonnes personnes, à ouvrir des portes qui seraient restées fermées autrement. Les signes d'alerte avaient été là depuis le début, évidents rétrospectivement comme les indices d'un roman policier qu'on relit après avoir découvert le coupable. La façon dont Isabelle interrompait Mathieu au milieu d'une phrase pour clarifier ce qu'il voulait dire, comme si ses propres mots n'étaient jamais assez bons. Les critiques subtiles de ses vêtements qu'elle reformulait en conseils bienveillants, de ses amis d'enfance qu'elle trouvait peu sophistiqués, de ses objectifs de carrière modestes qu'elle qualifiait de manque d'ambition. La façon dont les réunions de famille devenaient de plus en plus rares, espacées par des excuses toujours plausibles. Nous sommes tellement occupés avec les contacts professionnels d'Isabelle, s'excusait Mathieu par téléphone, sa voix perdant peu à peu cette chaleur spontanée que j'avais toujours connue. Peut-être le week-end prochain. Le week-end prochain ne semblait jamais arriver, repoussé encore et encore par des engagements sociaux, des dîners d'affaires, des voyages professionnels. Leur mariage avait été petit et élégant, le choix d'Isabelle bien sûr. Elle avait prétendu que c'était pour économiser de l'argent, une considération pratique qui m'avait paru raisonnable sur le moment. Pourtant, elle avait trouvé les fonds pour sa robe de créateur signée d'une grande maison parisienne et pour le lieu exclusif dans un château de la Loire qui avait dû coûter une fortune. J'avais écrit un chèque conséquent comme cadeau de mariage, vidant presque entièrement mes modestes économies accumulées au fil des ans. Mais Isabelle l'avait à peine reconnu, un merci distrait avant de passer à autre chose, comme si mon sacrifice ne valait pas plus qu'une bricole. Après la lune de miel aux Maldives, des photos de laquelle Isabelle inondait les réseaux sociaux, la distance a grandi comme un gouffre silencieux entre nous. Les appels du dimanche sont devenus mensuels, puis sporadiques, réduits à de brèves conversations où Mathieu semblait toujours pressé de raccrocher. Quand nous nous voyions, ce qui arrivait de plus en plus rarement, Mathieu semblait différent. Plus réservé, moins enclin à partager ses pensées, comme il avait toujours fait avec moi. Isabelle était toujours là, surveillant nos conversations d'un air détaché, orientant les sujets loin de tout ce qui était trop personnel ou in time. Mathieu travaille tellement dur sur cette nouvelle certification comptable, expliquait-elle quand je demandais pourquoi il semblait si fatigué, ses yeux cernés et son sourire forcé. Je m'assure juste qu'il reste concentré sur ses objectifs. C'est pour son bien, vous comprenez. L'après-midi suivant, j'ai conduit ma vieille Renault Clio sur le chemin de terre menant à la ferme abandonnée des Blanchards, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau affolé cherchant à s'échapper de sa cage. Si Mathieu était vivant, pourquoi simuler sa mort? S'il avait des ennuis, pourquoi ne pas venir me voir pour demander de l'aide comme il avait toujours fait, depuis ses genoux écorchés d'enfant jusqu'à ses chagrins d'amour d'adolescent? La ferme des Blanchards avait l'air encore plus délabrée que dans mon souvenir, ravagée par des années d'abandon et les assauts des hivers rigoureux de notre région. La maison principale s'affaissait sur ses fondations comme une vieille femme fatiguée, les fenêtres brisées la regardant comme des yeux aveugles, les marches du perron pourries laissant voir les poutres noircies en dessous. La grange penchait dangereusement d'un côté, sa peinture rouge depuis longtemps décolorée en un rose poussiéreux que le soleil continuait de blanchir. Les herbes folles avaient envahi ce qui avait été autrefois une cour bien entretenue, et des ronces grimpaient le long des murs de pierre comme des doigts crochus. Je me suis garé derrière la grange, hors de vue de la route principale, et j'ai attendu, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur la lisière des bois. À exactement 15 heures, j'ai vu une silhouette émerger de la ligne d'arbres au bord de la propriété, là où les chênes centenaires formaient un mur de verdure impénétrable. Même à distance, j'ai reconnu la démarche, la façon dont il tenait ses épaules légèrement voûtées, ce mouvement particulier qu'il avait depuis l'adolescence. C'était mon fils,
indéniablement vivant, respirant, marchant vers moi. Mathieu a couru vers ma voiture tandis que j'en sortais, me tirant dans une étreinte féroce qui a confirmé ce que mon cœur savait déjà. C'était réel. Mon garçon respirait, chaud sous mes doigts, son cœur battant contre le mien à travers nos vêtements. Il sentait la sueur et la peur, mais aussi cette odeur familière que je reconnaîtrais entre mille, celle de mon enfant. « Maman, je suis tellement désolé, a-t-il murmuré dans mes cheveux, sa voix rauque d'émotion. Je n'ai jamais voulu que tu traverses ces funérailles, cette horrible mascarade. Mais je devais d'abord m'assurer que tu étais en sécurité avant de te contacter. En sécurité de quoi? Je me suis reculée pour regarder son visage, cherchant des réponses dans ses yeux bruns qui avaient toujours été si expressifs, si incapables de me cacher quoi que ce soit. Ses yeux étaient hantés maintenant, plus vieux qu'ils ne l'avaient été il y a seulement quelques semaines, avec des cernes profonds et une expression que je n'avais jamais vue. Des gens avec qui Isabelle travaille, sa voix est descendue encore plus bas, comme s'il craignait que même les arbres puissent l'entendre. Maman, je crois qu'ils veulent me tuer pour de vrai. Pas simuler ma mort. Me tuer vraiment. Nous nous sommes assis dans son vieux camion garé derrière la grange, les vitres entr'ouvertes laissant entrer l'air tiède de l'après-midi et le chant des oiseaux, tandis que Mathieu m'expliquait comment son mariage parfait était devenu un cauchemar éveillé. Isabelle ne m'avait pas seulement épousé par amour, a-t-il commencé, ses mains serrant le volant bien qu'il ne conduise pas, comme s'il avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Elle m'a épousé pour avoir accès à quelque chose de bien plus précieux que mon salaire de comptable. Tu te souviens quand grand-père Joseph est mort et t'a laissé cette propriété dans les Alpes, près de Grenoble? J'ai hoché la tête, intriguée par cette question inattendue. Mon père avait possédé 16 hectares de ce que tout le monde pensait être une terre de montagne sans valeur, trop escarpée pour l'agriculture, trop isolée pour le tourisme. Je n'y étais jamais allée, me contentant de payer les taxes foncières chaque année par habitude et par respect pour sa mémoire, sans jamais vraiment réfléchir à ce que cette terre représentait. Isabelle l'a fait expertiser sans nous le dire, à toi ou à moi, a continué Mathieu, sa voix tendue par une colère contenue que je sentais vibrer sous chaque mot. Il s'avère qu'il y a un gisement de gaz naturel en dessous, une découverte qui a été faite récemment grâce à de nouvelles techniques d'exploration. Ça vaut des millions, maman. Peut-être des dizaines de millions d'euros. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, l'air soudain difficile à trouver. Des millions? Oui, cette terre pour laquelle tu paies des taxes depuis des décennies vaut une fortune. Une fortune que des gens sans scrupules sont prêts à tout pour obtenir. Mais la terre est à mon nom, ai-je dit, confuse par les implications de ce qu'il me révélait. Je ne comprends pas comment Isabelle pourrait. Était à ton nom, m'a corrigé Mathieu, sa mâchoire se serrant comme chaque fois qu'il luttait contre une émotion forte. Tu te souviens de ces papiers que tu as signés le mois dernier? Ce qu'Isabelle a dit être pour des mises à jour de bénéficiaires d'assurance vie? Mon sang s'est glacé dans mes veines, un froid qui n'avait rien à voir avec la température agréable de l'après-midi. J'avais fait confiance à ma belle-fille quand elle m'avait apporté une pile de documents juridiques, m'expliquant patiemment que Mathieu voulait s'assurer que tout était en ordre pour la sécurité financière de notre famille. J'avais signé sans lire attentivement parce que je lui faisais confiance, parce qu'elle était la femme de mon fils, parce que je voulais croire qu'elle faisait partie de notre famille. Elle a falsifié certains des documents, a continué Mathieu, chaque mot tombant comme une pierre dans un puits profond. Elle a fait en sorte que ça ressemble à un transfert de propriété de ta part vers moi, dans le cadre d'une planification successorale parfaitement légale. Puis elle m'a fait signer des papiers qui feraient d'elle l'unique héritière si quelque chose m'arrivait. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté écœurante, formant une image que je ne voulais pas voir mais que je ne pouvais plus ignorer. Donc si tu es mort, elle possède une terre qui vaut des millions. Exactement. Mais voilà où ça devient pire, bien pire que je ne l'aurais imaginé. Les gens avec qui elle travaille ne sont pas juste des manipulateurs de papier ou des arnaqueurs ordinaires. Maman, ce sont des criminels, des professionnels qui ont fait ça avant, ciblant des personnes âgées avec des actifs précieux qu'elles ignorent posséder. J'ai senti cette poussée familière de colère protectrice que j'avais ressentie tout au long de l'enfance de Mathieu, cette force primitive qui se réveille en chaque mère quand son enfant est menacé. Personne ne menaçait mon garçon et ne sentirait comme ça, pas tant que j'aurais un souffle dans mes poumons. Comment as-tu découvert tout ça? J'ai surpris un appel téléphonique. Isabelle parlait à quelqu'un de la façon dont ils allaient gérer mon accident, utilisant des mots comme timing et mise en scène qui m'ont glacé le sang. Elle planifiait les arrangements funéraires avant que je sois censé être mort. Il a frissonné, revivant visiblement ce moment de révélation terrifiante. J'ai réalisé que j'avais peut-être quelques heures avant qu'il ne passe à l'acte. Donc tu as disparu, ai-je conclu, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait pour survivre. Je devais le faire, mais je devais aussi m'assurer qu'ils pensaient que leur plan avait fonctionné, au moins temporairement. Si jamais ils apprenaient que j'étais vivant, ils pourraient s'en prendre à toi pour me forcer à sortir. De ma cachette. Tu es ma seule famille, maman.
Te protéger était ma priorité absolue. J'ai étudié le visage de mon fils, voyant l'homme qu'il était devenu sous la pression, cet homme capable de prendre des décisions impossibles pour protéger ceux qu'il aimait. De qui est le corps dans ce cercueil? Mathieu a eu un petit rire sans joie, le premier depuis que nous nous étions retrouvés. De personne. Il est lesté avec des sacs de sable, assez lourds pour simuler le poids d'un corps. J'ai calculé que si je pouvais gagner assez de temps, peut-être que je pourrais trouver des preuves pour les arrêter avant qu'ils ne réalisent que je ne suis pas vraiment mort. Il m'a regardé avec un espoir désespéré qui m'a rappelé l'enfant qu'il avait été, celui qui venait vers moi avec chaque problème en croyant que sa mère pouvait tout résoudre. Maman, j'ai besoin de ton aide. Ces gens sont sérieux, dangereux d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Je ne peux pas les combattre seul. Pendant 40 ans, j'avais protégé ce garçon des genoux écorchés quand il apprenait à faire du vélo, des cœurs brisés de l'adolescence quand sa première petite amie l'avait quitté, et des erreurs de jeunesse qu'il regrettait le lendemain. Maintenant, il avait besoin de moi pour l'aider à survivre à quelque chose de bien plus dangereux que tout ce que j'avais affronté dans ma vie tranquille de professeur de français. La partie de moi qui était enseignante voulait le conduire directement au commissariat, faire confiance au système que j'avais toujours respecté. Mais la mère en moi reconnaissait que la peur dans ses yeux était réelle, viscérale, le genre de peur qu'on ne peut pas feindre. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Le soulagement de Mathieu était palpable, ses épaules se relâchant comme si un poids énorme venait d'être ôté. D'abord, nous devons te mettre quelque part en sécurité, un endroit où ils ne penseront jamais à te chercher. Ensuite, nous devons trouver comment exposer ce qu'Isabelle fait vraiment avant qu'elle ne réalise que je ne suis pas vraiment mort. Comme si elle avait été invoquée par ces paroles, mon téléphone a vibré avec un message d'Isabelle qui m'a fait sursauter. Hélène, pouvez-vous venir ce soir? Il y a des papiers d'affaires de Mathieu que je dois passer en revue avec vous. C'est assez urgent. Le piège se refermait déjà, mais maintenant nous savions qu'il était là, nous pouvions voir les fils qui le composaient. J'ai un plan, ai-je dit à Mathieu en lui montrant le message sur mon écran. Mais tu dois rester caché. Ces gens pensent qu'ils ont affaire à une vieille femme en deuil, qui signera tout ce qu'ils mettront devant elle sans poser de questions. Utilisons ça à notre avantage, retournons leur arrogance contre eux. J'ai accepté de rencontrer Isabelle ce soir-là, jouant le rôle de la belle-mère endeuillée pendant que mon fils bien vivant restait caché dans la ferme abandonnée. Le plan était simple en théorie, mais risqué en pratique. Obtenir des preuves de son complot pendant qu'elle croyait encore que j'étais une cible facile, une proie consentante. Isabelle et Mathieu vivaient dans une jolie maison de 2 étages dans une banlieue chic de Paris, que j'avais aidé à acheter avec un apport de mes économies il y a 2 ans. Un autre investissement dans le bonheur de mon fils, qui avait apparemment fait partie d'une escroquerie plus longue que je commençais seulement à comprendre. Merci d'être venu, a dit Isabelle en me saluant à la porte avec des yeux rougis et une voix tremblante, son jeu d'actrice aussi impeccable que d'habitude. Je sais que c'est difficile, mais nous devons commencer à penser à la succession de Mathieu. Il y a des actifs qui doivent être transférés, et je voulais m'assurer que vous compreniez tout avant de signer quoi que ce soit. Elle m'a conduite à la table de la cuisine, où elle avait étalé divers documents disposés en piles ordonnées. J'ai reconnu certains de la pile que j'avais signée le mois précédent, ces papiers auxquels je n'avais pas prêté assez d'attention. D'autres étaient nouveaux, dont ce qui semblait être un formulaire de procuration donnant à Isabelle le contrôle total de ma propriété alpine, celle qui valait apparemment des millions. Je ne comprends pas, ai-je dit, canalisant mon personnage de vieille femme confuse et dépassée par la complexité administrative. Pourquoi la succession de Mathieu aurait-elle besoin de quoi que ce soit à voir avec ma terre? C'est un héritage de mon père qui n'a jamais eu de valeur. Le masque d'Isabelle a glissé pendant juste un instant, un éclair d'irritation traversant ses traits parfaits avant que la veuve éplorée ne revienne en place. Mathieu gérait votre planification successorale, vous vous souvenez? Il voulait s'assurer que tout serait simple pour vous à mesure que vous vieillissez, surtout maintenant que vous êtes seul. La condescendance dans sa voix m'a fait serrer les dents, mais je me suis forcée à paraître reconnaissante, jouant mon rôle avec toute l'habileté que 42 ans de gestion de classe difficile m'avaient enseigné. Eh bien, si Mathieu pensait que c'était le mieux, ai-je dit en tendant la main vers un stylo, puis en marquant une pause comme si j'étais confuse par un détail. Mais pourquoi ce papier dit-il que la propriété vaut 12 millions d'euros? La vieille terre de mon père ne vaut rien du tout, juste des rochers et des arbres. Les pupilles d'Isabelle se sont légèrement dilatées, trahissant sa surprise devant ma question apparemment innocente. C'est juste un chiffre indicatif à des fins d'assurance, a-t-elle improvisé, sa voix légèrement moins assurée qu'avant. Les documents juridiques exigent des valeurs estimées pour certaines formalités administratives. J'ai hoché la tête comme si cela avait parfaitement du sens, puis j'ai délibérément renversé mon verre d'eau, trempant les papiers disposés sur la table. Oh non, je suis tellement maladroite. Pardon, ma chère, je ne sais pas ce qui m'a pris. Pendant qu'Isabelle se précipitait pour chercher des serviettes dans la cuisine, j'ai rapidement pris des photos des documents mouillés avec mon téléphone,
mes doigts tremblant légèrement mais mes gestes précis. Quand elle est revenue avec un rouleau d'essuie-tout, j'étais en train de tamponner maladroitement le désordre, l'image même de l'incompétence sénile qu'elle s'attendait à voir. Je suis vraiment désolée, ma chère. Devrions-nous faire ça un autre jour? J'ai les nerfs tellement à vif avec tout ce qui s'est passé. Non, non, c'est bon, a dit Isabelle avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai des copies de tout. Pourquoi ne nous concentrons-nous pas juste sur le transfert de propriété ce soir? Nous pouvons gérer le reste plus tard. Elle a produit une nouvelle copie du document de procuration, et j'ai fait semblant de le lire attentivement tout en étudiant en réalité son visage avec une attention nouvelle. Il y avait quelque chose de prédateur dans son expression quand elle pensait que je ne regardais pas, comme un chat observant une souris avec une patience calculée. Est-ce que ça aidera pour les impôts? Ai-je demandé innocemment, feignant l'ignorance d'une manière qui m'aurait valu un prix si j'avais été sur scène. Absolument. Ça vous fera économiser des milliers d'euros, a-t-elle répondu en se penchant en avant avec empressement, ses yeux brillant d'une avidité qu'elle ne prenait plus la peine de dissimuler. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer juste ici, à l'endroit marqué d'une croix. J'ai pris le stylo qu'elle me tendait, puis je l'ai reposé comme si une pensée venait de me traverser l'esprit. Tu sais, je pense que je devrais faire examiner ça par mon avocat d'abord. Mathieu me disait toujours de ne jamais signer de documents juridiques sans conseil professionnel, surtout quand il s'agit de propriété. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés en un instant. Le sourire d'Isabelle est devenu tendu, presque grotesque, ses lèvres s'étirant sur ses dents d'une manière qui n'avait plus rien d'amical. Hélène, je suis de la famille. Vous pouvez me faire confiance, je ne veux que votre bien. Et plus nous attendons, plus la situation fiscale devient compliquée. Il y a des délais à respecter, des pénalités qui s'accumulent. Quelque chose dans son ton a fait bondir mes instincts de survie, ses sens aiguisés par des années à repérer les élèves qui mentaient sur leurs devoirs non faits ou leurs absences injustifiées. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Je regardais une femme qui ferait tout ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'elle voulait, y compris éliminer les obstacles sur son chemin. Je suis sûre que tu comprends, ma chère. C'est juste une bonne pratique pour quelqu'un de mon âge. Je me suis levée, rassemblant mon sac à main avec des gestes délibérément lents. J'appellerai mon avocat demain à la première heure. Nous pourrons nous revoir après. La façade d'Isabelle s'est enfin fissurée complètement, révélant quelque chose de bien plus dangereux en dessous, une colère froide qui transformait ses beaux traits en un masque dur. Asseyez-vous, Hélène. Nous n'avons pas fini ici. La veuve éplorée avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus menaçant. Et j'ai réalisé que mon fils n'avait pas été paranoïaque du tout. Il avait vu la vérité bien avant moi. Le trajet de retour jusqu'à ma maison m'a semblé être les 20 minutes les plus longues de ma vie. Chaque voiture qui suivait de trop près dans mon rétroviseur, chaque ombre qui semblait hors de place dans les rues familières de mon quartier, me faisait resserrer les mains sur le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Au moment où je me suis garée dans mon allée, j'étais convaincue qu'Isabelle avait déjà compris que j'en savais trop pour rester une victime docile. J'avais raison, mais pas de la façon dont je l'avais imaginé. 3 hommes m'attendaient dans mon salon quand j'ai franchi la porte d'entrée, ma clé encore dans la main. Ils n'essayaient pas de cacher leur présence, au contraire, ils avaient allumé mes lampes et s'étaient installés confortablement sur mes meubles comme s'ils étaient chez eux, comme si ma maison leur appartenait déjà. Madame Dubois, a dit celui qui était assis dans le fauteuil de mon défunt mari, un homme dans la cinquantaine avec le genre de visage qu'on oublierait immédiatement si on n'était pas terrifié par lui. Des traits quelconques, des yeux gris sans expression, une voix calme qui ne trahissait aucune émotion. Nous devons parler, vous et moi. Il y a eu un malentendu qu'il faut éclaircir. Mes instincts d'enseignante se sont manifestés immédiatement. Cette même autorité calme que j'avais utilisée pour contrôler des adolescents turbulents pendant 4 décennies de carrière. Je ne me souviens pas avoir invité qui que ce soit dans ma maison. Vous allez devoir partir immédiatement, ou j'appelle la police. L'homme a souri, et c'était pire que s'il m'avait menacé ouvertement, ce sourire patient d'un prédateur qui sait que sa proie ne peut pas lui échapper. J'ai bien peur que nous ne puissions pas faire ça pour l'instant. Voyez-vous, il y a eu une certaine confusion concernant les affaires de votre fils, et nous devons la clarifier avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Mon fils est mort, ai-je dit d'une voix plate, m'accrochant à mon rôle de mère endeuillée. Quelles que soient les affaires qu'il avait, elles sont mortes avec lui dans cet accident. Voilà le problème, Madame Dubois. Le deuxième homme, plus jeune avec des yeux froids comme des billes de verre, a sorti son téléphone et m'a montré une photo granuleuse de Mathieu prise cet après-midi même près de la ferme des Blanchards, reconnaissable malgré la mauvaise qualité de l'image. Cette photo a été prise il y a environ 3 heures. Votre fils semble plutôt en forme pour un homme mort. J'ai fixé la photo, mon esprit cherchant désespérément une explication tout en essayant de comprendre comment il l'avait trouvée si rapidement. Je ne sais pas à quel genre de jeu malsain vous jouez, mais... Pas de jeu,
Madame Dubois, a interrompu l'homme dans le fauteuil d'André, sa voix toujours aussi calme et mesurée. Votre fils nous doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Et puisqu'il a décidé de jouer les morts au lieu de payer sa dette, nous allons devoir collecter auprès de son plus proche parent. D'une façon ou d'une autre, nous obtiendrons ce qui nous est dû. Le troisième homme, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole d'une voix grave qui résonnait dans le silence de mon salon. Nous vous suggérons fortement de coopérer, madame. Ça sera plus facile pour tout le monde, surtout pour votre fils. Il connaissait l'existence de la terre alpine, ce qui signifiait qu'Isabelle leur avait déjà tout dit, probablement bien avant la mort supposée de Mathieu. Tout ce plan élaboré s'effondrait, et il passait au plan B, celui qui impliquait de me faire peur jusqu'à ce que je cède tout ce qu'il voulait. De combien d'argent parlons-nous exactement? Ai-je demandé, jouant pour gagner du temps tout en essayant de trouver comment prévenir Mathieu du danger. 2,5 millions d'euros, plus les intérêts qui courent depuis 6 mois, a répondu l'homme dans le fauteuil avec le détachement d'un comptable discutant d'un bilan trimestriel. Votre garçon a fait de très mauvais choix d'investissement avec notre argent. Des choix qui ont des conséquences très réelles. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, me coupant le souffle. Même si la terre valait ce qu'il prétendait, il n'y avait aucun moyen que je puisse la liquider assez rapidement pour sauver la vie de Mathieu. Ces transactions prenaient des mois, parfois des années, avec des expertises, des négociations, des formalités juridiques interminables. Je n'ai pas ce genre d'argent, ai-je dit honnêtement, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester calme. Personne dans ma famille n'a jamais eu ce genre d'argent. Nous sommes des gens ordinaires, pas des millionnaires. Mais vous avez une terre qui vaut 10 fois ce montant, a répondu le premier homme avec douceur, comme s'il m'expliquait une évidence à une enfant un peu lente. Signez-la nous, et la dette de votre fils est effacée. Il peut même revenir chez lui et faire semblant de ressusciter des morts. Très biblique, comme Lazare dans l'Évangile. L'homme dans le fauteuil de mon mari s'est penché en avant, ses yeux gris me transperçant avec une intensité qui me glaçait jusqu'aux os. Ou bien vous pouvez continuer à le protéger, et nous le trouverons de toute façon tôt ou tard. Mais alors, nous collecterons l'argent et nous nous assurerons qu'il ne nous cause plus jamais d'ennui, lui et tous ceux qui l'ont aidé à se cacher. La menace était parfaitement claire, énoncée avec la même tranquillité qu'une prévision météorologique. Ils nous tueraient tous les deux si je ne coopérais pas, et probablement même si je coopérais une fois qu'ils auraient ce qu'ils voulaient. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. On ne prend pas ce genre de décision à la légère. Vous avez jusqu'à demain soir. Isabelle vous apportera les papiers nécessaires, a-t-il répondu en se levant et en ajustant sa veste comme s'il venait de conclure une réunion d'affaires ordinaire. Faites le bon choix, Madame Dubois. Pour vous deux. Ils sont partis aussi tranquillement qu'ils étaient arrivés, me laissant debout dans mon salon violet, tremblante de rage et de peur mêlée. 43 ans de mariage avec André, 20 ans de veuvage, et personne ne m'avait jamais fait me sentir aussi impuissante dans ma propre maison, aussi vulnérable dans l'espace qui aurait dû être mon sanctuaire. Mais impuissante et vaincue étaient deux choses très différentes. J'avais été sous-estimée toute ma vie parce que j'étais une femme, parce que j'étais enseignante dans un métier que certains considéraient comme peu important, parce que j'étais polie et accommodante dans un monde qui récompensait l'agressivité. Ces hommes venaient de faire la même erreur que tant d'autres avant eux. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'une mère était capable de faire pour protéger son enfant. Je suis retournée à la ferme des Blanchards par des routes secondaires, vérifiant constamment mes rétroviseurs et prenant un itinéraire délibérément confus pour m'assurer que je n'étais pas suivie. Les champs de blé défilaient dans l'obscurité grandissante, ponctués par les lumières lointaines des fermes isolées. Mathieu m'attendait dans la vieille ferme, arpentant le plancher poussiéreux comme un animal en cage, son téléphone serré dans sa main. « Ils t'ont trouvé ?» ai-je dit sans préambule en poussant la porte grinçante. « Ils ont des photos de toi ici, près des arbres. » Son visage est devenu blanc comme un linge dans la faible lumière de sa lampe torche. Comment est-ce possible? J'ai été si prudent, je n'ai jamais utilisé les mêmes chemins 2 fois. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ils m'ont donné un ultimatum. Je me suis assise sur une vieille caisse poussiéreuse, sentant soudain chacune de mes 67 années peser sur mes épaules. Signe la propriété alpine d'ici demain soir, ou ils nous tuent tous les deux. Mathieu, comment as-tu fini par devoir 2,5 millions d'euros à ces gens? Il s'est passé la main dans les cheveux, l'air plus jeune et plus vulnérable qu'il ne l'avait été depuis qu'il était adolescent et qu'on l'avait surpris à sortir en cachette pour retrouver une fille. Ça a commencé petit, maman. Isabelle a dit qu'elle avait trouvé des opportunités d'investissement qui pouvaient nous rendre riches rapidement, des prêts privés avec des rendements énormes. Sa voix était amère, chargée de remords. Au début, les rendements étaient incroyables, suffisants pour rembourser les prêts et avoir de l'argent en plus. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai, mais je voulais tellement lui prouver que je pouvais réussir, que je pouvais lui offrir la vie qu'elle méritait.
Laisse-moi deviner. Tu avais besoin d'un capital de départ pour commencer, et les sommes ont augmenté progressivement? Exactement. D'abord c'était 10 000 €, puis 25 000. Les retours sur investissement étaient incroyables au début, assez pour rembourser les prêts et avoir de l'argent supplémentaire pour réinvestir. On vivait bien, on faisait des projets. Il a ri sans joie, un son creux qui résonnait dans la grange vide. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai senti mon cœur se serrer en anticipant la suite de l'histoire. Tout le système était une pyramide de Ponzi, le genre d'arnaque classique dont on entend parler aux informations en pensant que ça n'arrive qu'aux autres. Quand ça s'est effondré, tous ceux qui avaient emprunté de l'argent pour investir se sont retrouvés avec les dettes sur le dos. Mais nos prêts ne venaient pas des banques traditionnelles, maman. Ils venaient du genre de personnes qui cassent des jambes quand on ne peut pas payer. J'ai pensé aux 3 hommes qui avaient envahi ma maison, à leur confiance décontractée que la violence était toujours une option, à leurs menaces énoncées avec le détachement de qui discute de la météo. Et Isabelle savait tout ça quand elle t'a suggéré ses investissements. C'est ce que j'essaie de comprendre depuis des semaines. Soit elle est la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée, soit elle me manipule depuis le début, depuis le jour où elle m'a abordé à ce gala en faisant semblant de renverser son verre de champagne sur ma veste. Mathieu avait toujours été trop confiant, une qualité que j'aurais normalement chérie chez mon fils. Mais Isabelle avait exploité sa bonne nature dès le départ, voyant en lui une proie facile plutôt qu'un partenaire de vie. Alors que nous parlions, une image plus claire de sa tromperie émergeait des fragments d'informations que Mathieu avait rassemblés. « Parle-moi du passé d'Isabelle », ai-je demandé doucement. La vraie histoire, pas la version qu'elle nous a racontée lors de notre premier dîner de famille, avec ses parents soi-disant propriétaires d'une agence immobilière à Nice. Mathieu s'est adossé au mur de la grange, son visage troublé dans la lumière déclinante qui filtrait par les planches disjointes. Après que j'ai découvert l'histoire de la propriété alpine, j'ai commencé à creuser dans son passé. Ses parents n'étaient pas de riches agents immobiliers de la Côte d'Azur. C'étaient des arnaqueurs à la petite semaine qui passaient de ville en ville, toujours un pas en avance sur leurs victimes et sur la police. Elle a grandi dans ce monde de mensonges et de manipulations. Il a hoché la tête, confirmant ce que je commençais à comprendre. D'après ce que j'ai pu reconstituer à partir de vieux articles de journaux et de registres publics, il vivait dans des hôtels miteux, changeant constamment d'école et de nom. Son père est allé en prison quand elle avait 15 ans pour escroquerie aggravée, et sa mère l'a abandonné peu après, disparaissant avec un nouveau compagnon et l'argent du ménage. Elle a passé 3 ans dans des foyers d'accueil avant d'atteindre sa majorité et de se retrouver à la rue. Mon cœur d'enseignante, celui qui avait vu tant d'élèves en difficulté au fil des ans, a ressenti une pointe de compassion pour l'enfant qu'Isabelle avait été, même si je détestais la femme qu'elle était devenue. Une vie d'insécurité et de survie à tout prix l'avait transformée en quelqu'un qui voyait les gens comme des cibles plutôt que comme des êtres humains dignes de respect et d'amour. C'est pour ça qu'elle est si obsédée par l'argent et le statut social, a continué Mathieu, mettant des mots sur mes pensées. Elle a grandi dans le néant, terrifiée à l'idée de retourner à cette vie de précarité et d'humiliation. Quand elle m'a rencontrée à ce gala de charité, elle n'était pas là comme invitée. Elle travaillait comme serveuse, repérant des cibles potentielles parmi les convives fortunés. Et tu étais parfait pour ces plans, ai-je dit doucement, assemblant les pièces du puzzle avec une clarté douloureuse. Jeune, réussissant bien professionnellement, gentil, et avec une mère qui possédait une propriété dont la valeur lui avait échappé. Sa voix était creuse quand il a répondu, vidée de toute émotion sauf la douleur d'avoir été si profondément trompée. Isabelle ne m'a jamais aimée, maman. Elle avait une arnaque de longue haleine planifiée dès notre premier rendez-vous, probablement même avant. Chaque sourire, chaque baiser, chaque mot d'amour faisait partie d'un scénario écrit pour me dépouiller de tout. Je me suis souvenu de la rapidité avec laquelle Isabelle avait poussé au mariage, comment elle avait isolé Mathieu de ses amis d'enfance en les critiquant subtilement, comment elle avait pris le contrôle de leurs finances malgré le diplôme de comptabilité de Mathieu. Les signes avaient été là depuis le début, évidents pour qui aurait voulu les voir. Comment a-t-elle découvert l'existence de la propriété alpine? Ai-je demandé, curieuse de comprendre le mécanisme de sa manipulation. Ton grand-père n'a jamais pensé qu'elle valait quoi que ce soit, juste des rochers et des sapins. Elle avait accès à mon ordinateur où je gardais des copies numériques de tous nos documents familiaux, y compris les vieux papiers de succession de grand-père. Elle a dû faire des recherches sur tout ce qui était à nos noms, cherchant des opportunités cachées. Mathieu a secoué la tête avec amertume. Une nuit, il y a environ 6 mois, je l'ai surprise au téléphone, parlant de droits miniers et de rapports d'expertise géologique. Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, elle a prétendu que c'était pour un client du cabinet. J'ai voulu la croire. Et le gisement de gaz naturel, comment l'a-t-elle découvert alors que personne dans notre famille n'en avait jamais entendu parler?
Elle travaille avec un homme nommé Marc Delaunay depuis au moins 1 an, peut-être plus. Il dirige une société qui identifie des propriétés avec des ressources inexploitées, puis trouve des moyens de les acquérir à bas prix. Habituellement en ciblant des propriétaires âgés qui ne comprennent pas ce qu'ils possèdent, ou en utilisant des intermédiaires comme Isabelle pour approcher les familles. Le nom a immédiatement fait tilt dans mon esprit, déclenchant une alarme que je ne pouvais ignorer. Marc Delaunay était dans ma maison ce soir. L'homme assis dans le fauteuil de ton père, celui qui donnait les ordres aux 2 autres. Les yeux de Mathieu se sont écarquillés de surprise et d'inquiétude. Il est dangereux, maman. Ex-légionnaire, reconverti en mercenaire privé avant de se lancer dans ce business plus lucratif. Les autres hommes sont probablement Vasseur et Moreau, ces hommes de main qui se chargent des basses œuvres. J'ai ressenti un frisson glacé, malgré la douceur de la soirée d'été. Ce ne sont pas juste des criminels en col blanc, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ils ont fait ça avant, à d'autres familles. J'ai trouvé des dossiers sur l'ordinateur portable d'Isabelle, des fichiers qu'elle pensait avoir protégés par mot de passe. Au moins 4 autres cas où des propriétaires âgés sont mystérieusement décédés ou ont été déclarés mentalement incapables après avoir refusé de vendre leurs terres. Leurs enfants ou leurs conjoints ont hérité, puis ont rapidement vendu à des sociétés écrans appartenant à Delaunay. Et Isabelle fait partie de cette opération depuis le début, ai-je dit, l'horreur complète de la situation m'envahissant comme une vague glacée. Elle t'a épousé pour avoir accès à notre famille, pour pouvoir nous manipuler tous les 2. Mathieu a détourné le regard, la honte évidente sur son visage malgré la pénombre. Elle savait exactement qui cibler. Un comptable latino issu d'un milieu modeste, élevé par une mère célibataire qui enseignait au lycée public. Elle a calculé que nous aurions des propriétés familiales quelque part, comme la plupart des familles immigrées qui essaient de construire un patrimoine dès qu'elles le peuvent. Et elle savait que je serais le genre de fils qui s'occuperait des finances de sa mère en vieillissant. J'ai tendu la main pour serrer celle de mon fils, sentant ses doigts trembler légèrement dans les miens. Ce n'est pas ta faute, Mathieu. C'est une manipulatrice professionnelle qui a été formée à cet art dès l'enfance. Mais j'aurais dû voir à travers son jeu. Toutes ces fois où elle insistait pour gérer nos investissements malgré ma formation en comptabilité. La façon dont elle changeait toujours de sujet quand je demandais des détails ou de la documentation sur les rendements. Sa voix s'est brisée légèrement. J'étais tellement aveugle, tellement désireux de croire qu'elle m'aimait vraiment. Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à enquêter sérieusement? Ai-je demandé, voulant comprendre le moment où il avait enfin vu la vérité. Le mois dernier, j'ai trouvé des bordereaux de retrait pour de grosses sommes de notre compte joint, des montants qui ne correspondaient à rien dans notre budget. Quand j'ai confronté Isabelle, elle a prétendu qu'elle préparait une surprise, une 2e lune de miel pour célébrer notre anniversaire de mariage. Ça semblait plausible, mais quelque chose ne collait pas. Puis j'ai surpris cet appel téléphonique. Elle était dans notre bureau avec la porte presque fermée, parlant doucement, croyant que je dormais encore. Elle a dit, une fois que l'accident aura eu lieu, nous aurons 90 jours pour finaliser le transfert. La mère ne posera pas de problème, elle me fait entièrement confiance. Elle signera tout ce que je lui présenterai. J'ai frissonné en imaginant la froideur de ces mots, le calcul glacial avec lequel Isabelle avait planifié la destruction de notre famille. Cette nuit-là, j'ai fait semblant que tout était normal, a continué Mathieu. Le lendemain matin, j'ai retiré 5 000 € en espèces, notre fonds d'urgence, et j'ai disparu. Je me suis déplacée entre des motels et cet endroit depuis, essayant de rassembler des preuves tout en restant invisible. Il m'a regardé avec des yeux désespérés qui m'ont rappelé l'enfant qu'il avait été, celui qui croyait que sa mère pouvait résoudre tous les problèmes du monde. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Ces gens sont sérieux. Ils ont tué avant, et ils n'hésiteront pas à recommencer. J'ai réfléchi aux 3 hommes dans mon salon, à leurs menaces énoncées avec une confiance décontractée, à la façon dont Isabella avait laissé tomber son masque quand j'avais refusé de signer immédiatement. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent, ai-je dit, un plan se formant dans mon esprit, risqué mais potentiellement efficace. La propriété alpine. Mathieu s'est affaissé avec un mélange de soulagement et de défaite. Maman, je ne peux pas te laisser tout sacrifier pour mes erreurs. Cette terre vaut une fortune, et tu mérites d'en profiter après toutes ces années de travail et de sacrifice. Qui a parlé de sacrifice? J'ai souri, me sentant plus moi-même que depuis des jours. Mon chéri, tu supposes que cette terre est la seule carte que nous avons à jouer. Mais tu oublies quelque chose d'important. Quoi donc? J'ai été professeur de français au lycée pendant 42 ans. J'ai eu affaire à des intimidateurs, des menteurs et des manipulateurs qui pensaient être plus malins que tout le monde. Ces gens pensent qu'ils ont affaire à une vieille femme effrayée qui fera n'importe quoi pour sauver son fils. Ils n'ont aucune idée qu'ils viennent de défier quelqu'un qui a passé 4 décennies à déjouer les ruses d'adolescents rusés.
Mathieu semblait confus, mais plein d'espoir pour la première fois depuis le début de cette conversation. Quel est ton plan exactement? D'abord, nous allons nous assurer que tu es quelque part vraiment en sécurité, un endroit où il ne penserait jamais à te chercher. Ensuite, je vais donner à Isabelle et ses amis une leçon qu'ils n'oublieront jamais, une leçon sur les dangers de sous-estimer une mère qui protège son enfant. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan, les détails se précisant à mesure que nous discutions des possibilités et des risques. Mathieu ne pouvait pas retourner à aucune de ses cachettes habituelles. La photo prouvait qu'il surveillait la ferme, et son motel était peut-être compromis aussi. Il avait besoin d'un endroit auquel il ne penserait jamais, un endroit où il serait invisible tout en restant à portée de main si j'avais besoin de lui. Et Madame Renard? Ai-je suggéré, me souvenant de ma voisine dévouée et discrète. Elle vit toujours dans la maison mitoyenne de la mienne, et elle t'adore depuis que tu es petit. Son appartement au sous-sol a une entrée séparée par le jardin de derrière, invisible depuis la rue. Est-ce que ça ne la mettrait pas en danger, elle aussi? Pas si tout le monde croit que tu as fui vers le sud ou à l'étranger. D'ailleurs, c'est le dernier endroit où ils penseraient à chercher, juste sous leur nez, dans la maison voisine de leur cible principale. Après un appel rapide passé depuis le téléphone fixe de la ferme, Madame Renard a accepté sans hésitation, sa voix ferme malgré l'heure tardive. Elle connaissait Mathieu depuis qu'il était bébé et n'avait jamais cru à l'histoire de l'accident dès le début, son instinct de vieille dame méfiante la mettant en garde. Quelque chose n'allait pas avec cette femme qu'il a épousée, avait-elle murmuré au téléphone avec la sagesse de ses 80 ans. Trop parfaite, comme une poupée sans rien à l'intérieur. Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Avec la sécurité de Mathieu arrangée pour les prochaines heures, nous nous sommes tournés vers le cœur du problème, l'argent et la terre. J'ai besoin de comprendre exactement comment ce montage d'investissement fonctionnait, ai-je dit, sortant un carnet de mon sac pour prendre des notes comme je l'aurais fait pour préparer un cours. Commence depuis le début, chaque détail compte. Mathieu a expliqué comment Isabelle l'avait introduit à des opportunités d'investissement exclusives peu après leur mariage, présentées comme des secrets réservés aux initiés. Les premiers investissements étaient modestes, 5 000 € ici, 10 000 là, avec des rendements impressionnants qui arrivaient comme une horloge suisse. Les premiers paiements étaient réels, a-t-il expliqué avec l'amertume de quelqu'un qui comprend enfin comment il a été dupé. C'est comme ça que fonctionnent les pyramides de Ponzi. Ils utilisent l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux investisseurs précédents, créant l'illusion de profit légitime. Pendant des mois, j'ai cru que nous avions trouvé une mine d'or secrète, un moyen de construire notre fortune sans les risques habituels du marché. Et les 2,5 millions qu'ils prétendent que tu dois? Son expression s'est assombrie, les ombres de la grange accentuant les lignes de fatigue sur son visage. Il y a environ 6 mois, Isabelle m'a convaincu de mettre en garantie notre maison et nos économies pour une opportunité unique. Elle a dit que son contact avait un accès exclusif à des actions pré-introduction en bourse d'une société technologique qui allait exploser. Le retour potentiel était énorme, assez pour prendre notre retraite jeune et vivre confortablement pour le reste de nos jours. Mais il n'y avait pas de société technologique, ai-je deviné, sentant mon estomac se nouer. Exactement. L'argent a disparu dans des comptes contrôlés par Delaunay, et quand j'ai commencé à poser des questions sur la documentation et les retours promis, Isabelle a commencé à gagner du temps. Puis sont venues les menaces, subtiles au début, puis de plus en plus directes. Mes contacts ne sont pas des gens qu'on veut décevoir, disait-elle avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Une pensée terrible m'a traversé l'esprit, une possibilité que je devais explorer même si elle me terrifiait. Mathieu, est-ce que tu prévoyais vraiment d'investir ma propriété alpine aussi? Il a eu l'air honteux, détournant les yeux pour fixer le sol poussiéreux de la grange. Isabelle poussait pour ça depuis des mois. Elle disait qu'on pourrait l'utiliser comme garantie pour un investissement encore plus important, un qui nous rendrait vraiment riches. Je n'arrêtais pas de refuser, c'était à terre, pas la mienne à risquer. Mais elle était persistante, trouvant toujours de nouveaux arguments, de nouvelles façons de présenter l'opportunité. C'est à ce moment-là que le plan de l'accident a commencé. Donc quand elle n'a pas pu te convaincre d'utiliser ma propriété, ils ont décidé de t'éliminer pour l'obtenir d'une autre façon. Le calcul froid de cette logique me donnait la nausée, mais je devais comprendre tous les aspects de leur plan si je voulais le déjouer. Qu'est-il arrivé aux autres investisseurs dans ce montage, ceux qui ont perdu leur argent comme toi? La plupart ont tout perdu en silence, a répondu Mathieu. C'étaient des gens aisés qui ne voulaient pas l'embarras d'admettre qu'ils avaient été escroqués, des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise qui préféraient absorber leurs pertes plutôt que de voir leur réputation entachée. Mais il y avait un homme, le docteur Lemaire, qui a menacé d'aller voir les autorités. Il avait de la documentation, des enregistrements de conversations avec Delaunay qui prouvaient la nature frauduleuse du montage. Mathieu a dégluti difficilement avant de continuer, sa voix devenant plus basse.
Il est mort dans un cambriolage qui a mal tourné, 2 semaines après avoir fait ses menaces. La police a classé l'affaire comme un vol ordinaire, mais rien de valeur n'a été pris sauf son ordinateur et ses dossiers. Tout ce qui aurait pu servir de preuve a disparu avec lui. Je me suis senti mal, réalisant l'ampleur du danger auquel nous faisions face. Nous avons affaire à des tueurs, pas juste à des arnaqueurs en costume. C'est pour ça que j'ai dû disparaître, maman. Quand j'ai découvert ce qu'ils planifiaient, j'ai su qu'ils ne s'arrêteraient pas à moi. Une fois qu'ils auraient la propriété, tu deviendrais un témoin gênant, une personne qui pourrait poser des questions embarrassantes sur la mort de son fils et l'héritage soudain de sa veuve. Et les photos qu'ils m'ont montrées, comment ont-ils pu te trouver si vite alors que tu faisais si attention? Ils doivent avoir des ressources de surveillance que je n'avais pas anticipées. Peut-être des drones, ou des contacts dans la région qui surveillent les endroits isolés comme la ferme des Blanchards. Mathieu s'est passé la main dans les cheveux avec frustration. J'ai essayé de rassembler des preuves contre eux, mais tout est dispersé sur différents comptes et appareils. Isabelle a la plupart de la documentation sur les investissements sur son ordinateur portable, mais il est protégé par mot de passe et ne la quitte jamais, elle le garde dans son sac comme si c'était son enfant. J'ai pensé à l'Isabelle que j'avais observée aux funérailles et chez elle, toujours en train de vérifier son téléphone, gardant son sac de créateur proche d'elle comme une extension de son corps. L'ordinateur portable était probablement dedans, protégé mais accessible si on savait comment s'y prendre. Parle-moi davantage de l'opération de Delaunay, ai-je demandé, voulant comprendre l'ennemi avant de planifier notre contre-attaque. Combien de personnes sont impliquées, et comment fonctionne-t-il exactement? D'après ce que j'ai pu reconstituer, c'est une organisation étonnamment petite mais efficace. Delaunay dirige tout depuis son bureau de consultant en acquisitions immobilières, un front parfaitement légal. Il identifie les propriétés prometteuses, recrute des gens comme Isabelle pour cibler les propriétaires, et gère l'argent à travers un réseau de sociétés écrans. Vasseur et Moreau sont ses hommes de terrain, des anciens militaires qui s'occupent de l'intimidation, et quand c'est nécessaire, des problèmes plus permanents. Il y a aussi un avocat véreux qui crée la fausse documentation, et un banquier qui aide à déplacer l'argent vers des comptes à l'étranger. 6 personnes en tout, peut-être 7 si on compte les intermédiaires occasionnels. Et les autres victimes? As-tu pu contacter certaines d'entre elles pour comparer vos expériences ou rassembler des preuves communes? Mathieu a secoué la tête avec regret. Trop risqué, et beaucoup ne réalisent même pas qu'ils ont été ciblés spécifiquement. Le montage d'investissement ressemble à une arnaque ordinaire en surface, le genre de choses qui arrivent malheureusement tous les jours. Les pertes peuvent être attribuées à la volatilité du marché ou à la malchance plutôt qu'à une conspiration organisée. Ceux qui soupçonnent quelque chose de plus sinistre ont trop peur de parler après ce qui est arrivé au docteur Lemaire. J'ai absorbé toutes ces informations, réfléchissant aux prochaines étapes avec la même méthodologie que j'utilisais pour préparer mes cours les plus complexes. Nous avons besoin de preuves, Mathieu. Des preuves solides qui lient Delaunay, Isabelle et les autres à la fois à la fraude et aux menaces contre toi. Comment faire? L'ordinateur portable d'Isabelle a tout ce dont nous avons besoin, mais on ne peut pas y accéder sans qu'elle s'en aperçoive. Peut-être qu'on n'a pas besoin de l'obtenir directement. Une idée se formait dans mon esprit, risquée mais potentiellement efficace, le genre de plan audacieux que je n'aurais jamais envisagé avant cette semaine. Et si on pouvait les amener à s'incriminer eux-mêmes? Créer une situation où ils admettent leur projet en croyant qu'ils ont déjà gagné? Mathieu semblait sceptique mais intéressé. Ces gens sont des professionnels, maman. Ils ne vont pas simplement avouer leurs crimes parce qu'on le leur demande gentiment. Non, mais les gens qui pensent avoir gagné deviennent souvent imprudents, arrogants. J'ai souri malgré la gravité de la situation. Je l'ai vu d'innombrables fois avec des élèves qui pensaient avoir réussi à tricher. Au moment où ils croient être en sécurité, ils commencent à se vanter, à baisser leur garde. C'est la nature humaine de vouloir être reconnue pour son intelligence, même quand cette intelligence a été utilisée à des fins criminelles. J'ai vérifié ma montre, réalisant qu'il était presque minuit et que chaque minute comptait. J'ai besoin de passer un appel téléphonique, mais pas depuis nos téléphones personnels. Ils sont probablement surveillés, chaque message et chaque appel enregistrés par ces gens. Utilise le fixe de Madame Renard quand on sera là-bas. Qui vas-tu appeler à cette heure? Un ancien élève à moi, Robert Martineau. Il est avocat pénaliste maintenant, spécialisé dans les affaires de fraude complexes. Il me doit encore une faveur pour ne pas l'avoir recalé en terminale quand il a plagié sa dissertation sur Balzac et que je lui ai donné une seconde chance au lieu de le dénoncer. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Mathieu a souri, un éclair du garçon que j'avais élevé apparaissant sur son visage fatigué. Tu vas vraiment te battre contre eux, n'est-ce pas? Tu ne vas pas simplement céder et espérer qu'ils nous laissent tranquilles? Avec tout ce que j'ai, ai-je promis avec une conviction que je sentais grandir en moi à chaque instant. Personne ne menace ma famille et ne s'en tire comme ça.
Ces gens ont vu une vieille femme facile à manipuler et à intimider. Ils n'ont aucune idée de ce qu'une mère est prête à faire pour protéger son enfant, et ils vont l'apprendre de la manière la plus douloureuse possible. Alors que nous nous préparions à quitter la ferme pour rejoindre la cachette plus sûre chez Madame Renard, Mathieu a hésité, une question visible dans ses yeux. « Maman, il y a autre chose que tu devrais savoir sur Isabelle, quelque chose qui explique peut-être pourquoi elle m'a ciblée spécifiquement plutôt qu'une autre victime potentielle. » J'ai attendu, sentant qu'il avait besoin de temps pour formuler ce qu'il voulait dire. La raison pour laquelle elle m'a choisi comme cible, c'est qu'elle avait fait des recherches approfondies sur notre famille avant même notre première rencontre. Elle me surveillait depuis des mois, apprenant mes habitudes, mes faiblesses, mes rêves. J'ai trouvé un dossier sur son ordinateur avec des informations sur nous, sur toi, sur ta carrière d'enseignante, même de vieilles coupures de journaux locaux qui mentionnaient grand-père quand il a acheté la terre alpine dans les années 70. Elle savait tout de nous avant même de m'adresser la parole. La violation me semblait personnelle et profonde, une intrusion dans notre histoire familiale qui allait bien au-delà de la simple arnaque financière. Isabelle n'avait pas seulement épousé mon fils sous de faux prétextes. Elle avait étudié nos vies, notre histoire, nos vulnérabilités, tout cela pour mieux nous exploiter et nous détruire. Elle va payer pour ça, ai-je dit calmement, avec une certitude qui me surprenait moi-même. Pas seulement pour l'argent ou les menaces, mais pour avoir fait une moquerie de notre famille, de la confiance que nous lui avons accordée, de l'amour que tu croyais partager avec elle. Tandis que nous quittions la ferme par les chemins de traverse, Mathieu à côté de moi dans ma vieille voiture, j'ai regardé mon fils dans la lumière des tableaux de bord. La douleur dans ses yeux était plus que financière. C'était la blessure profonde de la trahison par quelqu'un qu'il avait aimé et en qui il avait eu confiance, quelqu'un avec qui il avait partagé sa vie, ses rêves, son intimité. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant » a-t-il demandé doucement, sa voix à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. Comment puis-je faire confiance à qui que ce soit à nouveau après ça? C'était la question que chaque parent redoute, le moment où vous réalisez que l'innocence de votre enfant est vraiment partie, arrachée par une réalité cruelle qu'aucune protection maternelle ne peut empêcher. Mais c'était aussi une opportunité de l'aider à trouver une force qu'il ne savait pas posséder, une résilience forgée dans l'adversité. Tu apprends d'abord à te faire confiance à toi-même, ai-je répondu après un moment de réflexion. Tu apprends à reconnaître les signaux d'alarme, à poser des questions, à vérifier les choses qui semblent trop belles pour être vraies. Mais tu ne laisses pas la peur t'empêcher de te connecter avec des gens qui méritent ta confiance, des gens qui t'aiment vraiment pour ce que tu es et non pour ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Mathieu a souri faiblement, le premier vrai sourire que j'avais vu depuis le début de ce cauchemar. Comme ma mère, qui s'avère être une stratège criminelle quand j'ai besoin d'elle. Je préfère le terme stratégiquement doué, ai-je corrigé avec un petit rire. Et j'ai appris en te regardant, en fait. La façon dont tu m'as protégée en disparaissant, le courage qu'il t'a fallu pour simuler ta mort quand tu as réalisé à quel point ces gens étaient dangereux. Tu es plus brave que tu ne le penses, mon fils. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-il demandé alors que nous approchions des lumières de notre quartier, les rues familières de mon enfance et de la sienne prenant un aspect différent dans l'obscurité. Maintenant tu t'installes chez Madame Renard, en sécurité et invisible. Demain matin, je vais en ville pour rencontrer quelqu'un qui peut nous aider à transformer ce désastre en justice. J'ai regardé autour de moi, vérifiant que nous n'étions pas suivis avant de tourner dans la ruelle qui menait au jardin de ma voisine. Ensuite, je vais donner à Isabelle et ses amis exactement ce qu'ils veulent, mais à mes conditions, avec des surprises qu'ils n'anticiperont jamais. Ces criminels n'avaient aucune idée d'eux qu'ils affrontaient vraiment. Ils voyaient une enseignante à la retraite, une veuve vulnérable qu'ils pouvaient facilement manipuler et rejeter une fois qu'elle ne leur serait plus utile. Ils ne voyaient pas une femme qui avait passé 4 décennies à façonner des esprits jeunes, à reconnaître les manipulateurs et les menteurs, à transformer l'adversité en opportunité d'apprentissage. Demain, Isabelle et ses associés allaient découvrir exactement à quel point j'étais dangereuse quand on menaçait les gens que j'aimais. Et cette découverte allait être la plus douloureuse leçon de leur vie de criminel. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans, depuis les premiers mois après la mort d'André, quand je devais affronter seule les complications de sa succession. J'ai pris le train pour Paris, afin de rencontrer la seule personne qui pouvait m'aider à transformer ce désastre en justice, servi sur un plateau d'argent. Robert Martineau avait été mon élève il y a 30 ans, à l'époque où il était un adolescent rebelle qui essayait de passer son bac français sans effort, préférant les soirées avec ses amis aux heures passées à analyser Flaubert ou Zola. Maintenant, il dirigeait l'un des cabinets d'avocats pénalistes les plus respectés de la capitale, spécialisé dans les affaires de fraude complexes et de criminalité. En col blanc. Il me devait encore une faveur pour ne pas l'avoir dénoncé quand il avait plagié sa dissertation sur Madame Bovary, et pour lui avoir donné une seconde chance qui avait changé le cours de sa vie. Hélène Dubois,
a-t-il dit en se levant de derrière son bureau d'acajou avec un sourire sincère qui illuminait son visage distingué, encadré par des tempes grisonnantes qui lui donnaient un air de sagesse juridique. Vous avez exactement la même apparence que lorsque vous nous terrorisiez avec les analyses de texte et les dissertations de 4 heures. Je préfère le terme éduqué avec enthousiasme et rigueur, ai-je répondu en acceptant son étreinte chaleureuse, respirant l'odeur de cuir et de livres anciens qui imprégnaient son bureau luxueux. Robert, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui va te surprendre venant d'une vieille enseignante à la retraite. J'ai exposé toute l'histoire, observant son expression passer de l'amusement initial à l'inquiétude, puis à une fascination professionnelle alors que je décrivais le stratagème d'Isabelle, les fausses funérailles, et les menaces des créanciers de Mathieu. Ses yeux d'avocat expérimenté brillaient d'intérêt à mesure que je détaillais chaque élément de la conspiration, prenant des notes sur un bloc de papier à en-tête de son cabinet. « Laissez-moi m'assurer que je comprends bien la situation », a dit Robert en se calant dans son fauteuil de cuir, croisant les doigts devant lui dans un geste que je reconnaissais de ses années d'étudiant quand il réfléchissait intensément. Votre belle-fille a falsifié des documents pour voler vos droits miniers sur une propriété alpine. Votre fils a simulé sa mort pour échapper à des usuriers, et maintenant ces mêmes usuriers menacent de vous tuer tous les deux à moins que vous ne signiez la propriété en question. C'est la situation de base, oui. Et c'est une propriété qui vaut potentiellement des dizaines de millions d'euros à cause d'un gisement de gaz naturel récemment découvert. Robert a émis un petit sifflement admiratif. Hélène, vous décrivez là plusieurs crimes fédéraux. Fraude, extorsion, conspiration, peut-être même tentative de meurtre si on considère le plan initial contre Mathieu, et possiblement des meurtres réels si les autres cas que votre fils a découverts peuvent être prouvés. La chose intelligente à faire serait d'appeler la brigade financière immédiatement et de laisser les autorités gérer cette affaire. Et faire arrêter mon fils pour fraude ? Le voir passer des années en prison, pendant que ces criminels disparaissent dans la nature avec l'argent qu'ils ont volé à des dizaines de familles ? J'ai secoué la tête avec détermination. Il doit y avoir un autre moyen, Robert. Un moyen de protéger Mathieu, tout en s'assurant que ces gens paient pour ce qu'ils ont fait. Robert m'a étudié avec le même regard qu'il m'avait lancé le jour où je lui avais rendu sa dissertation plagiée avec un F en rouge, lui offrant la possibilité de la refaire honnêtement au lieu de le signaler au conseil de discipline. Ce jour-là avait changé sa vie, l'avait mis sur le chemin de la rédemption et de la réussite. Maintenant, c'était mon tour d'avoir besoin d'une seconde chance, d'une solution créative à un problème apparemment impossible. Qu'est-ce que vous proposez exactement, Madame Dubois ? Son utilisation de mon nom formel me disait qu'il prenait ma demande très au sérieux, qu'il avait mis de côté notre relation personnelle pour évaluer la situation avec son expertise professionnelle. Je veux leur donner ce qu'ils veulent, mais à mes conditions. Peux-tu rédiger des documents qui semblent légitimes, mais qui contiennent des pièges juridiques qu'ils ne remarqueront pas avant qu'il soit trop tard ? Vous voulez tendre un piège légal. Je veux leur donner assez de cordes pour qu'ils se pendent eux-mêmes, tout en protégeant Mathieu et en récupérant ce qu'ils ont volé aux autres familles. J'ai posé mes mains à plat sur son bureau, le regardant droit dans les yeux. Robert, ces gens ont fait ça avant. Combien d'autres personnes âgées ont tout perdu parce que quelqu'un leur a fait confiance à tort ? Combien de familles ont été détruites par leur cupidité ? Il a été silencieux pendant un long moment, puis a souri avec une expression que je reconnaissais du jour où il avait enfin compris le sens profond de la vengeance dans Hamlet, cette révélation intellectuelle qui transforme la compréhension en action. Qu'est-ce que vous aviez en tête précisément ? Je veux des documents qui transfèrent la propriété à une fiducie nouvellement créée, avec Isabelle comme administratrice désignée. Mais je veux que ces documents contiennent des clauses cachées qui les obligent à avouer leurs crimes pour valider le transfert. 3 heures plus tard, j'ai quitté le cabinet de Robert avec une mallette pleine de documents juridiques qui ressemblaient exactement à ce qu'Isabelle et ses criminels attendaient, mais qui contenaient suffisamment de pièges légaux pour garantir leur chute. Les papiers transféraient la propriété de ma terre alpine à une fiducie nouvellement créée avec Isabelle comme administratrice désignée, exactement ce qu'elle voulait en apparence. Ce qu'il ne réaliserait pas avant qu'il soit trop tard, c'est que les documents de la fiducie incluaient des dispositions automatiques exigeant que tout administrateur déclare toutes les activités frauduleuses antérieures aux autorités fédérales, et qu'accepter le poste constituait une confession légale de tous les crimes commis dans la poursuite de la propriété. C'est diabolique, avait dit Robert avec admiration évidente dans la voix, tandis qu'il finalisait les derniers paragraphes. S'ils ne signent pas, ils n'obtiennent pas la propriété et perdent leur investissement de temps et d'argent. S'ils signent, ils ont légalement avoué à tout et déclenché la compétence des tribunaux pour fraude aggravée. J'ai appris des meilleurs, avais-je répondu avec un sourire satisfait. Shakespeare connaissait une chose ou deux sur les gens qui pensent être plus malins que tout le monde. Hamlet n'est pas seulement une tragédie, c'est un manuel sur la façon de retourner les machinations des conspirateurs contre eux-mêmes.
Maintenant, j'étais de retour à Saint-Martin-du-Lac, attendant l'appel d'Isabelle et essayant de ressembler à une vieille femme effrayée plutôt qu'à quelqu'un qui venait de passer la journée à déjouer des criminels avec des décennies d'expérience de plus qu'une professeure de français à la retraite. Mon téléphone a sonné à exactement 19 heures, avec la précision d'un métronome. Hélène, la voix d'Isabelle était sèche et professionnelle, dépouillée de toute prétention de chagrin ou d'affection familiale. L'acte de la veuve éplorée était apparemment terminé, maintenant qu'elle pensait avoir la victoire à portée de main. J'ai les papiers prêts. Je serai chez vous dans 1 heure pour finaliser le transfert. En fait, ma chère, pourrions-nous nous rencontrer ailleurs? Avoir des gens dans la maison si peu de temps après les funérailles de Mathieu me semble accablant, trop de souvenirs dans chaque pièce. J'ai fait trembler légèrement ma voix, jouant le rôle de la grand-mère dépassée par les événements. La brasserie du commerce? C'est un lieu public, bien éclairé, et ils ont une excellente tarte aux pommes. Je pourrais avoir besoin du réconfort d'un dessert familier. J'ai fait de mon mieux pour paraître pathétique et vulnérable. Isabelle a accepté, probablement en pensant qu'un lieu public m'empêcherait de faire une scène ou de changer d'avis au dernier moment. Elle n'avait aucune idée que je comptais sur les témoins pour ce qui allait suivre, que chaque personne dans ce restaurant serait un maillon de la chaîne qui allait la détruire. La brasserie du commerce servait le meilleur café et la meilleure tarte aux pommes de notre petite ville depuis 40 ans, un établissement familial qui avait vu passer des générations de clients fidèles. Plus important encore, c'était là que le commissaire Thomas Bernard dînait chaque mardi soir, où la procureure Jeanne Moreau rencontrait son club de lecture mensuel, et où la moitié du conseil municipal se rassemblait pour discuter des affaires locales autour d'un verre de vin. En d'autres termes, c'était exactement l'endroit où vous voudriez être quand vous avez besoin de témoins crédibles pour regarder des criminels s'incriminer eux-mêmes devant une douzaine de notables de la communauté. Je suis arrivé en avance, réclamant ma table habituelle dans le coin du fond, où je pouvais voir tout le restaurant tout en ayant une conversation semi-privée. Le commissaire Bernard était à sa place habituelle, travaillant sur une assiette de bœuf bourguignon tout en lisant des rapports, son uniforme impeccable même après une longue journée de travail. Parfait pour mes plans. Isabelle est arrivée précisément à l'heure, accompagnée de l'homme qui avait été assis dans le fauteuil de mon mari la veille, celui que Mathieu avait identifié comme Marc Delaunay, le cerveau de toute l'opération. Elle l'a présenté comme Marc, le partenaire commercial de Mathieu dans ses projets immobiliers, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux tandis qu'il balayait la salle du regard, notant la présence du commissaire avec un léger froncement de sourcils. Je pensais que ce serait privé, a dit Delaunay en se glissant dans la banquette en face de moi, sa voix basse mais tendue d'irritation contenue. Nous avons des affaires délicates à discuter, des affaires qui ne concernent personne d'autre. C'est privé, ai-je répondu doucement, forçant un sourire de grand-mère inoffensive sur mon visage ridé. Personne ne fait attention à nous ici. Ce sont tous des habitués absorbés par leurs propres conversations et leurs propres soucis. Isabelle a posé un dossier Manila sur la table, le même genre de documents officiels qu'elle m'avait présenté la veille, probablement des copies fraîches des formulaires que j'avais accidentellement trempés d'eau. Voici les documents dont nous avons discuté. Le transfert de propriété, quelques papiers d'assurance, et quelques autres formalités qui nécessitent votre signature en tant que plus proche parente de Mathieu. J'ai ouvert le dossier, reconnaissant les faux documents légitimes qui auraient détruit ma vie si je les avais signés hier. Au lieu de cela, je les ai repoussés de côté et j'ai sorti ma propre mallette, celle que Robert m'avait préparée avec tant de soin et d'expertise juridique. En fait, j'ai fait préparer quelque chose de plus complet par mon avocat, ai-je dit en posant les documents de Robert sur la table avec un geste délibéré. Je veux m'assurer que tout est fait correctement, avec toutes les protections légales appropriées pour toutes les parties concernées. Delaunay a jeté un regard acéré à Isabelle, puis s'est tourné vers moi avec une expression prudente. Votre avocat, dites-vous. Qui est cet avocat exactement, et pourquoi avez-vous ressenti le besoin de le consulter pour une simple affaire de famille? Robert Martineau du cabinet Martineau est associé à Paris. Il est très méticuleux dans son travail, spécialisé dans les transferts de propriétés de grande valeur et les questions de succession complexes. J'ai fait de mon mieux pour paraître innocente et légèrement confuse. Il a insisté pour inclure des dispositions qui protègent contre toute irrégularité antérieure dans l'historique de propriété, vous savez, le genre de précaution standard pour les transactions importantes. Pendant les 20 minutes suivantes, je les ai regardés examiner des documents qui ressemblaient exactement à ce qu'ils voulaient, mais qui contenaient des pièges juridiques à chaque paragraphe, des clauses soigneusement rédigées en langage technique qui obscurcissaient leur véritable objectif tout en les faisant paraître favorables à Isabelle et ses associés. Robert avait été brillant, utilisant un jargon juridique dense pour dissimuler des confessions automatiques dans ce qui semblait être des protections contractuelles standards. Cela semble plus compliqué que nécessaire, a finalement dit Isabelle en feuilletant les pages de texte serrés, son front plissé de concentration tandis qu'elle essayait de repérer quelque chose de suspect. Il y a beaucoup de langage juridique supplémentaire ici que je ne comprends pas. Eh bien,
Ma chère, quand on traite avec des millions d'euros, on ne peut pas être trop prudent. J'ai fait signe à la serveuse pour commander plus de café, gardant mon ton léger et conversationnel. Robert a insisté pour inclure des dispositions qui protègent contre toute irrégularité antérieure dans les transferts de propriété précédents. Protection juridique standard pour les transactions de cette envergure, m'a-t-il assuré. Delaunay a levé les yeux brusquement, ses yeux gris se rétrécissant légèrement. Quel genre d'irrégularité exactement? Pourquoi aurait-il besoin de se protéger contre quelque chose comme ça? Oh, vous savez, les préoccupations habituelles concernant les transferts frauduleux, les personnes qui ne sont pas les vrais propriétaires, les tentatives de vol d'héritage, ce genre de choses qui arrivent malheureusement trop souvent de nos jours. J'ai gardé ma voix légère et conversationnelle, comme si je discutais de la météo plutôt que de crimes qui pouvaient mener à des décennies de prison. Robert m'a dit que c'était de la protection standard pour les transactions importantes, rien dont des gens honnêtes devraient s'inquiéter. Je pense que nous devrions faire examiner ceci par notre propre avocat d'abord, a dit Delaunay en commençant à refermer le dossier, son instinct de survie apparemment en alerte. Ces documents semblent inhabituellement détaillés pour un simple transfert de propriété familiale. Bien sûr, ai-je acquiescé facilement, ne montrant aucune résistance à sa prudence. Cependant, je devrais mentionner que Robert a dit que les implications fiscales changent considérablement après minuit ce soir. Quelque chose à voir avec les déclarations trimestrielles et la surveillance fédérale des transferts de droits miniers de grande valeur. C'était du charabia complet, bien sûr, mais cela sonnait suffisamment officiel pour créer un sentiment d'urgence. Les escrocs comptent sur la pression du temps pour empêcher leurs victimes de réfléchir clairement. Maintenant, j'utilisais la même tactique contre eux, retournant leur propre méthode comme une arme. Qu'est-ce qui se passe exactement après minuit? A demandé Isabelle, une note d'inquiétude perçant dans sa voix habituellement contrôlée. Le transfert devient soumis à un examen fédéral supplémentaire, ce qui pourrait retarder le traitement de plusieurs mois et attirer une attention indésirable sur toutes les parties impliquées. Robert a dit qu'il valait mieux tout régler sous les réglementations actuelles, qui favorisent les transferts familiaux discrets. Delaunay a sorti son téléphone, probablement pour appeler leur avocat véreux, mais il était plus de 20 heures un mardi soir. Aucun avocat légitime ne serait disponible pour une consultation d'urgence sur des transferts de propriété, et leur complice habituel ne pourrait probablement pas être joint à temps pour analyser les documents avant ma date limite fictive. Comme il sortait pour passer son appel, je me suis retrouvée seule avec Isabelle pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité sur elle. La femme assise en face de moi n'était plus la belle-fille affectueuse et préoccupée qu'elle avait prétendu être pendant 3 ans. Le masque était complètement tombé, révélant quelque chose de froid et de calculateur qui ne prenait même plus la peine de simuler l'émotion. « Hélène, je sais que c'est difficile », a-t-elle dit en se penchant en avant, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie qui me donnait envie de la gifler. Perdre Mathieu, puis devoir gérer toute cette paperasse complexe. Elle a posé sa main manucurée sur la mienne avec un geste de réconfort qui sonnait aussi faux qu'une note de piano désaccordée. Mais c'est ce qu'il aurait voulu, vous savez. S'assurer que vous êtes prise en charge à mesure que vous vieillissez, que vos affaires sont en ordre. J'ai regardé dans les yeux de la femme qui avait planifié la mort de mon fils, qui avait épousé le garçon que j'avais élevé seul pendant 26 ans uniquement pour accéder à nos actifs familiaux, qui avait fait semblant de l'aimer tout en complotant sa destruction. En cet instant, j'ai ressenti une clarté glaciale qui m'a surprise par son intensité, une absence totale de peur remplacée par une détermination implacable. Tu sais ce que Mathieu aurait vraiment voulu, Isabelle? Il aurait voulu que sa femme l'aime pour ce qu'il était, pas pour ce qu'elle pouvait nous voler à sa famille et à lui. Ses yeux se sont légèrement écarquillés avant de se rétrécir, une lueur de panique traversant brièvement ses traits parfaits. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Hélène. Vous êtes manifestement confuse par le chagrin et le stress de ces dernières semaines. Vraiment? J'ai siroté mon café calmement, savourant son malaise croissant. Alors pourquoi Marc m'a-t-il montré une photo de mon fils très vivant prise hier, près de la ferme des Blanchards? Pourquoi me menacez-vous de mort tous les deux, si je ne signe pas ma propriété? Le masque d'Isabelle s'est effondré complètement, révélant la femme froide et calculatrice en dessous, celle qui avait passé des années à perfectionner l'art de la manipulation et de la tromperie. Vous n'avez aucune idée de qui vous affrontez, vieille femme. Signez les papiers et peut-être que vous et votre fils aurez la chance de vivre assez longtemps pour regretter de m'avoir fait perdre mon temps. C'est une menace plutôt audacieuse à faire dans un lieu public, ai-je observé doucement, gardant ma voix basse mais ferme. Surtout avec le commissaire assis juste là-bas, à 3 tables de nous. Avant qu'elle puisse répondre, Delaunay est revenu de son appel téléphonique, son expression maussade confirmant ce que je soupçonnais déjà. Notre avocat n'est pas joignable ce soir. Il est à une conférence à Bruxelles jusqu'à demain après-midi. Nous devrons reporter cette réunion à une date ultérieure. Non, a dit Isabelle brusquement,
sa composure retrouvée mais avec une nouvelle urgence dans la voix. Nous le faisons ce soir. J'ai examiné assez de ces documents pour voir qu'ils sont fondamentalement ce que nous voulions. Il y a juste beaucoup de jargon juridique supplémentaire pour justifier les honoraires de son avocat. Elle m'a regardé avec une intensité qui aurait fait reculer la plupart des gens, mais j'avais affronté des classes entières d'adolescents hostiles pendant 4 décennies. Une arnaqueuse de 40 ans ne m'intimidait pas. N'est-ce pas, Hélène? Vous voulez juste que tout soit réglé pour pouvoir pleurer votre fils en paix. Ces complications juridiques ne sont que des formalités, rien de plus. J'ai hoché la tête avec une apparence de fatigue résignée, jouant parfaitement mon rôle de victime épuisée. Oui, ma chère. Je veux juste que tout soit terminé. Toute cette affaire m'a vidé de toute énergie. Pour les 30 minutes suivantes, je les ai regardés parcourir des documents qui allaient les détruire, répondant à leurs questions avec des explications soigneusement répétées que Robert m'avait préparées. Chaque clause qu'ils interrogeaient, j'avais une réponse plausible qui les rassurait tout en les enfonçant plus profondément dans le piège juridique. Quand ils ont finalement signé, j'ai ressenti la même satisfaction que j'éprouvais en regardant des élèves difficiles enfin comprendre un concept littéraire complexe, cette joie de voir la compréhension s'illuminer dans des yeux auparavant confus. Sauf que dans ce cas, la compréhension viendrait beaucoup plus tard, quand ils réaliseraient ce qu'ils avaient vraiment signé. Et à ce moment-là, il serait bien trop tard pour faire quoi que ce soit. Le moment où Isabelle et Delaunay ont fini de signer les documents, je me suis excusée pour aller aux toilettes, emportant ma mallette avec moi. Au lieu d'aller au sanitaire, j'ai marché directement vers la table du commissaire Bernard, m'asseyant en face de lui sans demander la permission. « Thomas », ai-je dit à voix basse en utilisant son prénom comme je le faisais quand il était mon élève il y a 35 ans, un garçon timide qui avait du mal avec l'analyse littéraire mais qui avait un sens aigu de la justice. J'ai besoin de signaler plusieurs crimes graves, et j'ai des aveux écrits des auteurs qui sont assis là-bas à 3 tables de nous. À son crédit, le commissaire Bernard a posé sa fourchette et m'a accordé toute son attention sans remettre en question pourquoi Hélène Dubois, professeure de français à la retraite et pilier de la communauté depuis des décennies, parlait soudainement de confession criminelle dans un restaurant bondé. J'ai rapidement expliqué la situation tout en gardant un œil sur Isabelle et Delaunay, qui consultaient encore leur copie des documents, probablement en planifiant comment dépenser leurs millions volés. Ces gens m'ont menacé de mort, moi et mon fils, ai-je terminé en montrant les photos sur mon téléphone des documents falsifiés de la cuisine d'Isabelle. J'ai des preuves de la fraude, de l'extorsion et de la conspiration. Et maintenant, j'ai leurs confessions signées, des confessions qu'ils ont mises noir sur blanc sans même s'en rendre compte. Le commissaire a examiné les papiers avec une rapidité professionnelle, ses 20 années d'expérience policière évidentes dans la façon dont il a immédiatement saisi les implications juridiques. C'est incroyablement astucieux, Hélène, et complètement légal du point de vue de la procédure. Il s'est levé en ajustant discrètement sa veste pour révéler son arme de service. Laissez-moi aller avoir une conversation avec vos compagnons de dîner avant qu'ils ne décident de partir. Attendez, j'ai posé une main sur son bras pour l'arrêter momentanément. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Ils ont des partenaires, d'autres personnes impliquées dans ce stratagème. Si vous les arrêtez maintenant, les autres pourraient disparaître avec toutes les preuves. J'ai souri avec une expression que je n'aurais jamais cru possible sur mon propre visage, un mélange de satisfaction et de détermination froide. Donnez-moi 5 minutes de plus avec eux. Laissez-moi confirmer le lieu de rencontre où ils sont censés livrer les documents signés à leur patron. Ensuite, vous pourrez tous les arrêter en même temps, dans un seul filet. Thomas m'a étudié avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, un mélange de respect et d'incrédulité. Hélène, en 30 ans de travail policier, je n'ai jamais vu un civil mener une enquête criminelle aussi approfondie et méthodique. Vous auriez dû être inspecteur au lieu de professeur. J'enseigne la littérature française depuis 42 ans, Thomas. J'ai lu suffisamment de romans policiers pour savoir comment les criminels pensent, et suffisamment de tragédies classiques pour comprendre leur arrogance fatale. Ces gens pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. C'est toujours la faiblesse des méchants dans les grandes œuvres, de Racine à Simenon. 5 minutes, a-t-il concédé. Mais je vais faire des appels pour coordonner avec les autorités régionales et peut-être fédérales. Si ce réseau est aussi étendu que vous le décrivez, nous aurons besoin de renforts pour les arrestations simultanées. Je suis retourné à la table où Isabelle et Delaunay m'attendaient avec une impatience mal dissimulée, leur copie des documents soigneusement rangés dans le dossier d'Isabelle comme des trophées de chasse. Désolé pour l'attente, ai-je dit en me rasseyant avec un sourire de grand-mère fatiguée. Les toilettes étaient occupées, et à mon âge, on ne peut pas vraiment attendre. Où en étions-nous? Nous avons terminé ici, a dit Delaunay en se levant et en boutonnant sa veste. Vous avez fait le bon choix, Madame Dubois. Votre fils peut revenir de son petit voyage maintenant, et tout le monde peut reprendre une vie normale.
Une vie normale avec vous possédant une terre qui vaut des dizaines de millions, et nous vivant avec la peur que vous changiez d'avis et décidiez de nous éliminer quand même. J'ai gardé mon ton innocent et légèrement confus. Où dois-je envoyer les copies originales de ces documents? Robert a dit qu'ils devaient être déposés auprès des autorités compétentes dans les 48 heures pour être valides. Delaunay et Isabelle ont échangé un regard rapide, une communication silencieuse entre complices. Nous nous en occuperons, a dit Isabelle doucement. Nous avons une réunion avec notre équipe juridique ce soir pour finaliser tous les détails administratifs. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit, Hélène. Vraiment? J'ai laissé transparaître une note d'inquiétude dans ma voix. Parce que Robert a dit que je devrais personnellement superviser le dépôt pour m'assurer que tout est en ordre. Il était très insistant là-dessus, quelque chose à voir avec la responsabilité fiduciaire et la protection contre les fraudes. Le mot fraude a fait tressaillir Isabelle presque imperceptiblement, mais je l'ai remarqué. Ce n'est pas nécessaire, a-t-elle dit un peu trop vite, sa voix perdant une fraction de son assurance habituelle. Nous sommes des professionnels, Hélène. Nous savons exactement comment gérer ces documents. Bien sûr, ai-je murmuré en rassemblant mon sac à main. Mais juste pour ma tranquillité d'esprit, où exactement avez-vous prévu cette réunion? Au cas où j'aurais des questions, ou si Robert voulait vérifier les détails du dépôt demain matin. Un autre échange de regards entre les deux criminels. Nous avons un bureau dans la zone industrielle, près de l'ancien entrepôt Durand sur le boulevard de l'Industrie, a finalement dit Delaunay, apparemment satisfait que j'étais trop naïve pour représenter une menace. Nous y serons jusqu'à environ minuit pour finaliser tout. Boulevard de l'Industrie, entrepôt Durand. J'ai hoché la tête comme si je mémorisais l'information pour des raisons parfaitement innocentes. Merci, c'est très rassurant de savoir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis épuisée par toutes ces émotions. Je crois que je vais rentrer me reposer. Isabelle m'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, quelque chose entre le mépris et une pointe d'inquiétude. Bonne nuit, Hélène. Essayez de vous reposer. Les prochains jours seront probablement moins stressants maintenant que tout est réglé entre nous. Je suis sortie du restaurant avec des jambes qui tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'adrénaline et d'anticipation. Derrière moi, j'ai entendu le commissaire Bernard passer des appels discrets, coordonnant ce qui allait devenir l'une des plus grandes opérations antifraude de la région. 20 minutes plus tard, je me suis garée sur une colline surplombant la zone industrielle, assez près pour voir l'activité mais assez loin pour être en sécurité. Le commissaire Bernard avait été efficace. Je pouvais voir des voitures de police banalisées positionnées à chaque sortie, et ce qui ressemblait à des agents fédéraux en tenue tactique entourant le bâtiment principal où Delaunay avait mentionné leur réunion. Mon téléphone a vibré avec un message de Robert qui avait été tenu informé par ses contacts au parquet. La brigade financière confirme que vos documents ont déclenché automatiquement la juridiction fédérale pour fraude aggravée. Quoi qu'il arrive ce soir, ces gens vont passer un très long moment en prison. J'ai rappelé Mathieu depuis ma voiture, le cœur battant avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Maman, sa voix était tendue d'anxiété. Comment ça s'est passé? Est-ce que le piège a fonctionné? Mieux que prévu. Ils ont signé les documents sans vraiment les lire en détail, trop pressés et trop arrogants pour soupçonner qu'une vieille femme puisse les avoir piégés. J'ai pris une inspiration tremblante. Le commissaire Bernard coordonne les arrestations en ce moment même. Tu peux rentrer à la maison, mon chéri. Tout est fini. Et Isabelle? Est-ce qu'elle sait? Elle ne sait rien encore, mais elle va bientôt comprendre. Je l'ai regardée signer sa propre condamnation sans même s'en rendre compte, trop sûre d'elle pour imaginer qu'elle pouvait être battue par quelqu'un qu'elle considérait comme une proie facile. À 22h47, j'ai regardé à travers mes jumelles, tandis que 3 voitures convergeaient vers l'entrepôt de la zone industrielle. La première contenait Isabelle et Delaunay. La deuxième transportait les 2 hommes que j'avais reconnus de mon salon l'autre soir, Vasseur et Moreau. La troisième voiture contenait 2 personnes que je ne reconnaissais pas, probablement des criminels de niveau supérieur qui avaient dirigé cette opération depuis les coulisses, les véritables cerveaux derrière des années de fraude et possiblement de meurtre. Ils étaient à l'intérieur de l'entrepôt depuis exactement 12 minutes, quand le bâtiment a été soudainement illuminé par des projecteurs et encerclé par des policiers armés avec des mégaphones. Ici la police nationale. Le bâtiment est cerné. Sortez par la porte principale avec les mains visibles. Ce qui a suivi était anticlimactique de la meilleure façon possible. Pas de fusillade dramatique, pas de course-poursuite spectaculaire, juste 6 criminels sortant d'un entrepôt avec les mains en l'air, réalisant trop tard qu'ils avaient été déjoués par une professeure de français à la retraite qui avait été sous-estimée toute sa vie. Mon téléphone a sonné tandis que le dernier suspect était chargé dans une voiture de police, les gyrophares transformant la nuit en un kaléidoscope de bleu et de rouge. Madame Dubois, c'était le commissaire Bernard,
sa voix chaude d'une approbation évidente. C'est terminé. Nous les avons tous, plus des preuves d'au moins 12 autres cas de fraude immobilière dans 6 régions différentes. Votre fils peut rentrer chez lui en sécurité maintenant. J'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine, une tension que je ne réalisais pas avoir portée depuis des jours. Que se passe-t-il maintenant, Thomas? Maintenant, vous et Mathieu faites des dépositions officielles. Nous traitons les preuves. Et ces gens font face à des accusations fédérales pour fraude, extorsion, conspiration et association de malfaiteurs avec possibilité de requalification en crimes organisés. Sa voix était chaleureuse d'admiration sincère. Hélène, ce que vous avez fait ce soir a probablement sauvé des dizaines d'autres familles de devenir des victimes. Vous devriez être fiers de vous. Tandis que je rentrais chez moi par les routes familières de notre petite ville, je réalisais que je me sentais différente de ce matin. Pas juste soulagée, mais puissante d'une façon que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Pendant 42 ans, j'avais façonné des esprits jeunes et aidé des étudiants à trouver leur force intérieure. Cette nuit, j'avais découvert la mienne propre, une force que je ne soupçonnais pas posséder. Mais il restait encore une conversation à avoir, la plus importante de toutes. Mathieu m'attendait sur le perron de ma maison quand je me suis garée dans l'allée, sa silhouette illuminée par la lumière du Porsche. Le voir là, vivant et en sécurité et libre, m'a presque fait tomber à genoux de soulagement et de gratitude. « C'est vraiment fini ?» a-t-il demandé en me tirant dans une étreinte féroce qui m'a rappelé toutes les fois où je l'avais consolé enfant après un cauchemar. « C'est fini », ai-je confirmé en lui rendant son étreinte avec la même intensité. Isabelle et ses associés sont en garde à vue. La propriété est sauve. Tu es en sécurité. Nous sommes entrés dans ma maison, et j'ai préparé du café pendant que Mathieu s'asseyait à ma table de cuisine, l'air plus vieux et plus sage qu'il ne l'avait été il y a seulement une semaine, mais aussi plus en paix avec lui-même. « Maman, j'ai besoin de savoir quelque chose », a-t-il dit tandis que je posais sa tasse préférée devant lui, celle avec le dessin qu'il avait fait à la maternelle et que j'avais fait transformer en objet personnalisé. « Quand as-tu compris qu'Isabelle me ciblait spécifiquement, que tout notre mariage était une mise en scène? J'y avais réfléchi moi-même depuis des jours. » Honnêtement? Pas avant d'avoir vu à quelle vitesse elle a bougé après ta supposée mort. Le chagrin était trop parfait, trop bien répété, comme une pièce de théâtre où chaque réplique avait été mémorisée et chaque geste chorégraphié. Mais la vraie confirmation est venue quand elle m'a apporté ses papiers à signer à sa maison. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et exactement comment me manipuler pour l'obtenir, avec une précision qui ne pouvait venir que de moi, peut-être d'années, de préparation. Depuis combien de temps penses-tu qu'elle planifiait tout ça? Probablement depuis le moment où elle t'a rencontré, peut-être même avant. La vérité était douloureuse mais nécessaire pour sa guérison. Mathieu, Isabelle a fait des recherches sur notre famille avant même votre premier rendez-vous. Elle savait tout de la propriété de ton grand-père, de ma carrière d'enseignante, de nos habitudes et de nos faiblesses. Elle a calculé tout ce qui pouvait être calculé avant même de renverser ce verre de champagne sur ta veste à ce gala. Il était silencieux pendant un long moment, absorbant la profondeur de la trahison qu'il avait subie. Donc tout notre mariage était un mensonge. Chaque moment d'intimité, chaque projet d'avenir, chaque je t'aime n'était qu'une manipulation de plus. Ses sentiments étaient faux, ai-je dit doucement en posant ma main sur la sienne. Mais les tiens étaient réels. Ça compte, Mathieu. Tu as aimé avec sincérité et générosité, même si la personne que tu aimais n'existait pas vraiment. Est-ce que ça compte vraiment? Je me sens comme un idiot, maman. Je suis comptable, formé pour repérer les fraudes et les incohérences dans les chiffres. Comment ai-je pu être aussi aveugle aux mensonges de ma propre femme? Parce que tu regardais avec ton cœur au lieu de ta tête, et il n'y a pas de honte à ça. J'ai serré sa main plus fort. L'amour nous rend tous vulnérables, mon fils. C'est sa nature même. La question n'est pas de savoir si tu seras à nouveau blessé, mais si tu auras le courage d'aimer à nouveau malgré cette possibilité. Mathieu a souri faiblement, le premier vrai sourire que j'avais vu sur son visage depuis le début de ce cauchemar. Comme ma mère, qui s'est révélée être une génie du crime quand j'en avais besoin. Je préfère le terme tacticienne accomplie, ai-je corrigé avec un petit rire qui a libéré une partie de la tension accumulée. Et j'ai appris en te regardant, en fait. La façon dont tu m'as protégée en disparaissant, le courage qu'il t'a fallu pour simuler ta mort quand tu as réalisé à quel point ces gens étaient dangereux. Tu as fait des choix impossibles pour garder ta famille en sécurité. C'est la définition même du courage. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? A-t-il demandé, regardant autour de lui ma cuisine familière comme s'il la voyait pour la première fois après une longue absence. Comment est-ce qu'on reconstruit une vie après quelque chose comme ça? Maintenant, tu emménages chez moi le temps de trouver tes marques. On détermine ce qu'on fait avec des droits miniers qui valent apparemment des millions. Et moi,
Je retourne à mon bénévolat, à la bibliothèque municipale. J'ai fait une pause, réfléchissant à une idée qui avait germé pendant les heures tendues de cette semaine. Sauf que peut-être je vais aussi aider la brigade financière à identifier les personnes âgées qui pourraient être vulnérables à ce genre de stratagème. Tu veux continuer à combattre les criminels? J'ai souri, sentant une nouvelle partie de moi-même s'éveiller, une partie que je n'avais jamais explorée pendant mes décennies de vie tranquille. Je veux continuer à protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il s'avère que je suis plutôt douée pour ça, et ce serait dommage de gâcher ce talent. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre du procureur fédéral chargé de l'affaire d'Isabelle et de ses complices. Elle et ses associés avaient été inculpés de 23 chefs d'accusation dans 6 régions différentes, avec des preuves les reliant à des stratagèmes de fraude immobilière ciblant des victimes âgées dans tout le pays. La brigade financière avait récupéré plus de 40 millions d'euros en actifs volés grâce aux informations contenues dans les documents qu'ils avaient signés si imprudemment. Mon témoignage, combiné aux documents de confession ingénieux que Robert avait conçus, formait la colonne vertébrale d'une affaire qui enverrait probablement ces criminels en prison pour des décennies. Mais la vraie victoire était plus simple que la justice ou l'argent. C'était Mathieu, en bonne santé et entier, qui réapprenait à faire confiance tout en construisant une vie basée sur des relations authentiques plutôt que sur la manipulation. C'était moi, découvrant à 67 ans que j'étais bien plus forte et capable que quiconque, moi y compris, n'avait jamais imaginé. C'était la connaissance que parfois, quand les gens vous sous-estiment, cette sous-estimation devient l'arme même dont vous avez besoin pour protéger tout ce que vous aimez. Je triais le courrier un matin ensoleillé quand j'ai trouvé une enveloppe officielle de la Direction régionale de l'environnement concernant la propriété alpine de mon père. À l'intérieur se trouvait un rapport détaillé sur les réserves de gaz naturel sous la terre de mon père, accompagné de plusieurs offres de grandes compagnies énergétiques intéressées par l'acquisition des droits d'exploitation. L'offre la plus basse était de 15 millions d'euros. La plus élevée approchait le double de ce montant. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant des chiffres qui semblaient impossibles à comprendre. Toutes ces années, j'avais payé les taxes foncières sur une terre que je croyais sans valeur, ne sachant jamais que je possédais une fortune sous la forme de ressources naturelles inexploitées. Si Isabelle n'avait pas été aussi cupide, si elle avait essayé de négocier honnêtement au lieu de tout vouloir voler, elle aurait pu bénéficier légitimement de cette découverte en tant qu'épouse de Mathieu. Au lieu de cela, elle faisait face à 20 ans de prison fédérale, accompagnée de Marc Delaunay et de leurs associés. Mon téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était Robert Martineau, vérifiant les derniers détails de l'affaire. « Hélène, je viens d'apprendre qu'Isabelle essaie de négocier un accord avec les procureurs. Elle offre de témoigner contre Delaunay et les autres en échange d'une peine réduite. Est-ce qu'ils vont accepter son offre? Peu probable, a répondu Robert. Les preuves que nous avons rassemblées sont accablantes, et la brigade a trouvé des traces d'au moins 4 autres victimes qui sont décédées dans des circonstances suspectes après avoir refusé de vendre leur propriété. Isabelle était directement impliquée dans 2 de ces cas, ce qui pourrait mener à des accusations de complicité de meurtre si les enquêteurs peuvent établir les liens. J'ai pensé aux vies détruites par la cupidité de ces gens, aux familles qui avaient perdu des êtres chers en pensant que c'était simplement la malchance ou des accidents tragiques. Qu'est-ce qui arrive aux autres victimes, celles qui ont déjà perdu leur propriété? La brigade financière travaille à retracer les actifs volés. Dans de nombreux cas, les propriétés peuvent être restituées aux propriétaires originaux ou à leurs héritiers. C'est un territoire juridique complexe qui prendra des mois à démêler, mais ils sont déterminés à faire ce qui est juste. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le banc de mon jardin, regardant les enfants du voisinage jouer dans la lumière dorée du début de soirée d'été. Madame Renard m'a fait signe depuis son jardin, son sourire chaleureux un rappel de toute l'aide qu'elle nous avait apportée pendant cette épreuve. La vie reprenait son cours normal, bien que normal signifiait maintenant quelque chose de très différent pour moi. Mathieu avait emménagé dans un appartement en ville, près du bureau de la brigade financière, où il consultait maintenant sur des affaires de fraude ciblant les personnes âgées. Il guérissait encore de la trahison d'Isabelle, mais je voyais des aperçus de son ancien lui revenir, sa gentillesse naturelle, son humour, sa capacité de joie que des années de manipulation n'avaient pas réussi à éteindre. Quant à moi, j'avais découvert une force que je n'aurais jamais soupçonné posséder. La propriété alpine allait éventuellement fournir une sécurité financière au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais la vraie richesse était de savoir que je pouvais affronter le pire et en sortir victorieuse, transformée par l'épreuve plutôt que brisée par elle. Mon téléphone a vibré avec un message de Mathieu. Date du procès fixée pour l'audience préliminaire. Es-tu prête pour ça, maman? J'ai tapé ma réponse sans hésitation. Plus que prête. On se voit là-bas. Le matin venu, je ferai face à Isabelle et ses co-conspirateurs dans un tribunal. Je les regarderai dans les yeux et dirai la vérité sur ce qu'ils avaient fait à ma famille et à tant d'autres. Et je le ferai sans peur,
parce que je comprenais maintenant ce qu'ils n'avaient pas su voir, qu'une vie entière à être sous-estimée m'avait parfaitement préparé à devenir leur pire cauchemar. Le tribunal fédéral était impressionnant, tout en colonnes de marbre et en grandeur solennelle, qui semblait appropriée pour l'importance de ce qui allait s'y passer. J'ai porté ma plus belle robe, celle bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales, et j'ai tenu ma tête haute en montant les marches avec Mathieu à mes côtés. À l'intérieur, la salle d'audience se remplissait déjà de monde. Certains étaient des journalistes attirés par la nature sensationnelle de l'affaire. D'autres étaient des victimes ou des familles de victimes, leurs visages marqués par le même mélange de chagrin et de détermination que je reconnaissais dans mon propre miroir chaque matin. Madame Dubois? Une femme dans la 70 s'est approchée de moi dans le couloir avant l'audience, ses yeux brillants de larmes contenues. Je suis Éléonore Lemaire, la veuve du docteur David Lemaire. Je me suis immédiatement souvenu du nom. Le docteur Lemaire avait été l'un des investisseurs qui avait menacé d'exposer le stratagème de Delaunay, pour mourir ensuite dans ce que la police avait classé comme un cambriolage qui avait mal tourné. Je suis tellement désolée pour votre mari, ai-je dit en prenant ses mains tremblantes dans les miennes. David avait de la documentation, des preuves qu'il voulait utiliser pour faire tomber ces gens. Ils ont dit que c'était un vol au hasard, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas un accident. Sa voix s'est brisée légèrement avant qu'elle ne se ressaisisse. Quand personne ne voulait m'écouter, j'ai cru devenir folle. Ils m'écoutent maintenant, ai-je dit doucement. Grâce à ce que vous avez fait, à ce piège que vous leur avez tendu avec leurs propres documents, ils vont enfin payer pour ce qu'ils ont fait. David peut reposer en paix maintenant. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai vu Isabelle pour la première fois depuis son arrestation. Elle était assise à la table de la défense dans un tailleur gris modeste, ses cheveux auparavant parfaitement coiffés, maintenant tirés en arrière en une queue de cheval simple, son maquillage minimal. Sans ses vêtements de créateur et sa façade soigneusement élaborée, elle avait l'air plus jeune et presque vulnérable. Il était difficile de réconcilier cette femme effacée avec le prédateur manipulateur qui avait failli détruire ma famille. À côté d'elle était assis Marc Delaunay, son visage impassible tandis qu'il étudiait la salle du regard. Quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai vu une lueur de quelque chose, pas du remords, mais peut-être un respect réticent pour l'adversaire qu'il avait vaincu. L'audience préliminaire s'est déroulée avec la précision formelle du système judiciaire. Les accusations ont été lues, une litanie de crimes qui prenait presque 10 minutes à énoncer complètement. Les plaidoyers ont été enregistrés, tous non coupables malgré les preuves accablantes, leurs avocats préparant probablement des stratégies de défense désespérées. La mise en liberté sous caution a été refusée en raison du risque de fuite et de la gravité des charges, une petite victoire qui signifiait qu'il resterait en détention jusqu'au procès. Quand mon tour de témoigner est venu, j'ai marché vers la barre des témoins avec des pas assurés, sentant le poids de dizaines de regards sur moi. La procureure, une femme aux yeux vifs nommée Maître Laurent, m'a guidée à travers les détails de la fraude, des menaces, et du stratagème élaboré que j'avais conçu pour les piéger. Madame Dubois, a-t-elle demandé vers la fin de mon témoignage, quand avez-vous réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas dans le comportement de votre belle-fille? J'ai regardé directement Isabelle en répondant, voyant comment elle évitait mon regard, ses yeux fixés sur la table devant elle. Quand mon fils supposément mort m'a envoyé un message pendant ses propres funérailles. Un murmure a parcouru la salle d'audience à cette révélation dramatique. Et qu'avez-vous fait alors, sachant que ces accusés avaient prétendument tué d'autres personnes qui s'étaient opposées à eux? J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger son enfant. J'ai utilisé leurs propres méthodes contre eux, leur arrogance, leur conviction qu'une vieille femme serait une proie facile. Ils ne m'ont jamais vue comme une menace, et c'est exactement ce qui les a perdus. Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat d'Isabelle a tenté de me dépeindre comme une femme confuse par le chagrin, créant des conspirations impossibles à partir de malentendus innocents. Madame Dubois, n'est-il pas possible que vous ayez mal interprété des discussions sur des investissements légitimes comme des menaces? J'ai enseigné le français au lycée pendant 42 ans, maître. Je suis très compétente pour comprendre les sous-entendus et les intentions cachées derrière les mots. Quand M. Delaunay m'a dit qu'il s'assurerait que mon fils ne les dérangerait plus jamais si je ne signais pas ma propriété, la menace était sans équivoque. Et ces documents que vous prétendez contenir des confessions, comment une retraitée sans formation juridique aurait-elle pu concevoir des pièges aussi sophistiqués? J'ai souri légèrement, appréciant la question qui me permettait de souligner un point important. Je n'ai pas conçu ces documents moi-même, maître. J'ai consulté un avocat expert en droit pénal et en fraude financière. Les clauses étaient en français parfaitement claires, pas cachées en petits caractères ou obscurcies par du jargon. Vos clients ont eu toutes les occasions de les lire attentivement. Ils ont simplement été trop arrogants pour imaginer qu'une vieille enseignante puisse être plus maligne qu'eux. Quand je suis descendue de la barre des témoins, j'ai croisé le regard de Mathieu dans l'assistance.
La fierté dans ses yeux m'a donné plus de force que n'importe quel discours de victoire. Nous avions affronté le pire ensemble et nous en étions sortis plus forts, notre lien mère-fils forgé dans l'adversité. L'audience s'est conclue avec le juge fixant une date de procès et ordonnant à tous les accusés de rester en détention préventive. Tandis que les gardes emmenaient Isabelle et Delaunay, j'ai senti un chapitre de ma vie se refermer définitivement, ouvrant la voie à quelque chose de nouveau et d'inattendu. Dehors, sur les marches du tribunal, des journalistes se sont pressés autour de nous, leurs questions se chevauchant dans une cacophonie assourdissante. Madame Dubois, comment avez-vous eu le courage d'affronter ces criminels? Aviez-vous peur pour votre vie? Que diriez-vous à d'autres personnes âgées qui pourraient être ciblées par des stratagèmes similaires? Je me suis arrêtée, considérant la dernière question avec le soin qu'elle méritait. Avant de répondre, j'ai regardé la foule, voyant des visages jeunes et vieux, tous attendant mes mots comme si j'avais une sagesse particulière à partager. Je leur dirais que l'âge n'est pas une faiblesse, c'est une force, ai-je dit d'une voix claire et assurée qui portait sur les marches de marbre. Nous avons passé des décennies à apprendre à lire les gens, à faire confiance à nos instincts, à reconnaître quand quelque chose n'est pas normal. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes trop vieux pour vous défendre. Vous avez une sagesse qu'ils ne peuvent pas prévoir et un courage qu'ils ne peuvent pas imaginer. De retour à la maison ce soir-là, Mathieu et moi avons partagé un dîner simple dans ma cuisine, le silence confortable entre nous remplit de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Les procès à venir seraient longs et éprouvants, mais nous les affronterions ensemble, comme nous avions affronté tout le reste. La procureure dit qu'il y a trop de preuves pour qu'il soit acquitté, a dit Mathieu en remuant son café distraitement. Ils essaieront probablement de négocier des peines réduites en échange de coopération. Est-ce que ça te conviendrait si Isabelle n'écope pas de la peine maximale? Il a réfléchi longuement avant de répondre, pesant ses mots avec le soin de quelqu'un qui a appris à ne pas parler impulsivement. Je crois que oui. Ce qui compte le plus, c'est qu'elle ne puisse plus faire de mal à personne, que tu sois en sécurité, et qu'on puisse reconstruire nos vies. La durée exacte de sa peine importe moins que le fait qu'elle réponde de ses actes. Je me suis demandé si je partageais sa magnanimité. Une partie de moi voulait voir Isabelle et Delaunay payer le prix maximum pour leurs crimes, pour chaque nuit sans sommeil, chaque moment de terreur, chaque larme versée par les familles de leurs victimes. Mais une autre partie de moi reconnaissait que la vengeance était un poison qui finirait par me consumer si je m'y accrochais trop fort. Et toi, maman? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tout ça est derrière nous? J'ai regardé autour de ma cuisine, ma maison, la vie que j'avais construite pendant des décennies et qui avait failli m'être arrachée. D'abord, je vais créer un fonds de bourse pour les petits-enfants de Madame Renard, en remerciement pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Ensuite, je vais établir une fondation pour aider les victimes âgées de fraude financière, leur donner les ressources pour se défendre et récupérer ce qui leur a été volé. Et le reste de l'argent de la propriété alpine? Il y aura assez pour nous deux, pour vivre confortablement sans être excessif. J'ai souri, pensant à tout ce que cette fortune inattendue pourrait accomplir entre les bonnes mains. Ton grand-père a acheté cette terre parce qu'il croyait en la construction d'un héritage pour les générations futures. Il serait heureux de savoir qu'elle aide d'autres familles plutôt que de simplement accumuler de la poussière dans un compte en banque. 3 mois plus tard, justice a finalement été rendue. Isabelle et ses complices ont accepté des accords de plaidoyer plutôt que de faire face à un procès dont ils savaient qu'ils ne sortiraient pas indemnes. Les peines allaient de 15 à 25 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins une décennie. Plus important encore, ils avaient fourni des informations qui avaient aidé les autorités à identifier et à récupérer des actifs pour des dizaines d'autres victimes dans tout le pays. Le jour du premier anniversaire des fausses funérailles, Mathieu et moi avons visité la vraie tombe de son grand-père dans le petit cimetière en bordure de notre village. Nous avons placé des fleurs fraîches sur la simple pierre tombale et sommes restés en silence respectueux, chacun perdu dans ses propres pensées. « Il serait fier de toi », a finalement dit Mathieu. « La façon dont tu t'es battu pour notre famille, dont tu as refusé d'abandonner même quand tout semblait perdu. Il serait fier de nous deux, ai-je corrigé doucement. Il a fallu du courage pour disparaître comme tu l'as fait, pour renoncer à ta vie afin de me protéger. Tu as fait des choix impossibles par amour, et c'est la définition même de l'héroïsme. » Tandis que nous marchions vers la voiture, Mathieu semblait plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des mois, les lignes de tension autour de ses yeux enfin adoucies. Tu sais ce qui est ironique dans tout ça? Isabelle et Delaunay m'ont ciblé parce qu'ils pensaient que mon âge me rendait vulnérable, facile à manipuler et à effrayer. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'une retraitée puisse représenter une menace. J.I. Reducement, appreciant l'ironie. L'âge et l'expérience sont les armes les plus sous-estimées du monde. 42 ans à gérer des adolescents m'ont appris plus sur la psychologie humaine que n'importe quel manuel de criminologie. Ces escrocs professionnels ne faisaient pas le poids face à quelqu'un qui avait passé des décennies à déjouer les ruses de lycéens déterminés à tricher. Ce soir-là,
j'ai reçu une lettre de la brigade financière m'invitant officiellement à rejoindre leur conseil consultatif pour les seniors, une nouvelle initiative visant à protéger les personnes âgées des stratagèmes de fraude complexes. Le directeur avait ajouté une note manuscrite en bas de la page. Vos perspectives seraient inestimables. Tout le monde ne peut pas déjouer des criminels professionnels et vivre pour en parler. J'ai appelé Mathieu pour partager la nouvelle, sa réaction immédiate réchauffant mon cœur. Tu vas accepter, n'est-ce pas? C'est l'opportunité parfaite de continuer à faire la différence. Je crois bien que oui. Après tout, j'ai découvert un talent pour combattre les criminels. Ce serait dommage de le laisser rouiller maintenant que j'ai du temps libre. De professeur de français à consultante antifraude à 67 ans. Tu es plein de surprises, maman. La vie est pleine de surprises, Mathieu. Certaines terribles, d'autres merveilleuses. L'astuce est de savoir lesquelles combattre et lesquelles embrasser, lesquelles nous définissent et lesquelles nous transforment. En raccrochant le téléphone, j'ai regardé autour de ma maison modeste, pensant au voyage extraordinaire de l'année écoulée. De la terreur de ces funérailles au triomphe dans la salle d'audience, j'avais découvert des réserves de force et de courage que je ne savais pas posséder, des ressources cachées au fond de moi qui attendaient le bon moment pour émerger. Isabelle et ses co-conspirateurs n'avaient vu qu'une veuve vieillissante, facile à manipuler et à rejeter une fois qu'elle ne leur serait plus utile. Ils n'avaient pas vu une femme qui avait passé 4 décennies à façonner des esprits jeunes, à reconnaître les manipulateurs et les menteurs parmi ses étudiants, à transformer l'adversité en opportunité d'apprentissage. Demain, j'enverrai ma réponse à la brigade financière, acceptant leur invitation à rejoindre le conseil consultatif. Je continuerai à enseigner, d'une manière différente maintenant, aidant d'autres personnes à reconnaître les signes avant-coureurs que j'avais moi-même ignorés pendant trop longtemps. Les funérailles avaient été fausses, une mise en scène élaborée conçue pour me voler tout ce que j'aimais. Mais la résurrection de mon fils était magnifiquement, puissamment réelle. Et ma propre renaissance, ma transformation d'une victime potentielle en une force de la nature capable de vaincre des criminels professionnels, était peut-être la plus grande surprise de toutes, un cadeau inattendu de cette épreuve terrifiante. Je me suis assise à mon bureau, celui où j'avais corrigé des milliers de copies pendant ma carrière, et j'ai commencé à rédiger mes premières notes pour le conseil consultatif. Des idées sur la façon d'identifier les personnes vulnérables, de les éduquer sur les tactiques utilisées par les fraudeurs, de leur donner les outils pour se protéger eux-mêmes et leurs familles. Le travail d'une vie ne s'arrête pas à la retraite, ai-je réalisé. Il évolue simplement, prend de nouvelles formes, trouve de nouveaux moyens d'expression. J'avais passé 42 ans à préparer des générations de jeunes à affronter le monde. Maintenant, j'allais passer le reste de ma vie à protéger ceux qui avaient déjà fait ce voyage, les aînés qui méritaient de vieillir en dignité et en sécurité. Dehors, le soleil se couchait sur Saint-Martin-du-Lac, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, qui me rappelaient pourquoi j'avais toujours aimé cet endroit. Les enfants du voisinage rentraient chez eux pour le dîner, leur rire porté par la brise du soir. Madame Renard arrosait ses rosiers, son sourire chaleureux visible même à distance. La vie continuait, comme elle le fait toujours, indifférente au drame qui se joue dans les cœurs humains. Mais quelque chose avait changé en moi, une transformation irréversible forgée dans le creuset de ces semaines terrifiantes. Je n'étais plus simplement Hélène Dubois, professeure de français à la retraite, veuve tranquille vivant de sa modeste pension. J'étais quelqu'un qui avait regardé le danger en face et avait refusé de reculer, qui avait découvert que le courage n'a pas d'âge et que l'amour maternel est la force la plus puissante de l'univers. Les funérailles avaient été fausses, un mensonge élaboré destiné à me détruire. Mais ce qui en avait émergé était magnifiquement, indéniablement réel. Un fils revenu d'entre les morts métaphoriques, une mère transformée en guerrière, et une famille dont les liens étaient maintenant plus forts que jamais, forgés dans l'adversité et tempérés par l'amour. Et c'était, peut-être, la plus belle des résurrections. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Que auriez-vous fait à ma place si vous aviez reçu ce message au milieu des funérailles de votre enfant? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire, une trahison qui vous a forcé à découvrir une force que vous ignoriez posséder? Partagez votre expérience dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous toucheront au plus profond du cœur.